nombreuses. D'abord, je voulais vraiment remercier chère Leïla, chère Laetitia, chère Karine, d'être avec moi aujourd'hui et avec vous, chères étudiantes, chères lycéennes et chers membres de l'association Révèle, que je remercie vraiment pour l'engagement et la mission que vous portez. Alors, on est aujourd'hui le 8 mars. Et c'est un peu notre journée. Alors, heureusement, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on s'occupe des femmes dans la fonction publique. Et des femmes que j'ai autour de moi, d'ailleurs, je peux vous dire, passent une grande partie de leur journée, toute l'année, sur ces enjeux d'égalité, de diversité, et pour aussi dépasser toutes nos autocensures, tous les freins, et aussi les représentations de ce que sont les postes de pouvoir ou de responsabilité qui souvent nous font dire à nous les femmes que ce n'est pas pour nous. Je peux vous dire que je suis la première concernée parfois. Vous savez, les heures de la République sont un peu impressionnants. Il en reste que nous avons fait avec le président de la République de cette égalité entre les femmes et les hommes une priorité du quinquennat. Et donc, depuis le premier jour du mandat du président en 2017, nous avons cherché dans tous les domaines à nous assurer que si nous sommes 52% de Françaises à habiter dans notre pays, il était normal que nous puissions prendre toute notre place, tout notre rôle au sein de notre pays, que ce soit dans des fonctions de responsabilité, que ce soit dans des fonctions politiques, que ce soit aussi dans l'égalité quotidienne, la lutte contre les violences, contre le harcèlement, contre tout ce qui fait que les femmes de ce pays doivent pouvoir se sentir à la fois libres et pleinement intégrées dans notre société. Alors, si on parle maintenant de la fonction publique est un monde très féminin, puisque 62% des fonctionnaires sont des femmes, même 78% de ceux qui travaillent dans la fonction publique hospitalière sont des femmes. Et dans tous les corps, que ce soit les collectivités territoriales, l'État ou les hôpitaux, nous sommes majoritaires. Alors nous sommes majoritaires en nombre, mais quand arrivent maintenant les postes de responsabilité, pendant très très longtemps, il y avait en gros au maximum 30% de femmes qui étaient directrices, responsables à haut niveau, qui portaient la responsabilité de la décision, des budgets et de la mise en œuvre des politiques publiques. Alors, on a quand même fait beaucoup de progrès, puisque en 2020, nous avons réussi à nommer 41% de femmes à des postes de responsabilité, des postes de direction au sein de l'État. Et il y a encore quelques années, on était autour de 30-31%. C'était 34% en 2017, donc vous voyez qu'en quelques années, on a réussi quand même à briser ce plafond de verre. C'est aussi dans les nominations du président de la République. Et pendant les 6 premiers mois de l'année 2020, c'est le dernier chiffre que j'ai, on a 43% de femmes qui ont été nommées par le Conseil des ministres. Pendant des années, quand on faisait 25 ou 30%, on trouvait déjà que c'était formidable. Il y a juste des gens qui nous rejoignent, chère Nathalie, vous pouvez admettre dans la salle d'attente pour qu'on soit plus nombreuses. Donc ça, c'est le panorama. Moi, en tant que ministre, j'ai une ambition, c'est qu'on ne soit pas juste en train de se dire que le diagnostic est ce qu'il est, c'est qu'on passe à l'action. Parce que pendant des années, pour être très honnête, vous le savez, on a fait beaucoup de rapports, beaucoup d'études, nous expliquant pour qu'il y avait aujourd'hui, vous voyez, 13% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, d'autres rapports qui nous expliquaient pourquoi c'était difficile de nommer des femmes en poste de responsabilité. Bref, on était dans le diagnostic. Là, je pense qu'on a bien compris les choses. Le diagnostic a été posé maintes et maintes fois. Et donc, nous sommes dans un temps d'action. Pour vous, jeunes lycéennes et étudiantes, la première chose, c'est d'abord, la première action, c'est vous redonner la possibilité de passer les concours de la fonction publique, de connaître les métiers, de faire des stages, d'être des apprentis et de venir voir de l'intérieur ce que nous faisons, comment nous fonctionnons et de casser un peu ce plafond de verre. C'est tout l'enjeu aujourd'hui des 3 présentations de parcours personnels aussi qui vont vous être faits pour qu'on casse cette idée que ce n'est pas pour nous. À Nantes, il y a quelques jours, le président de la République a annoncé qu'on allait ouvrir des classes prépa dites talents du service public partout en France, notamment autour des IRA, pour que 1000 jeunes de plus partout dans le pays puissent se préparer dans de bonnes conditions au concours. Il faut savoir que dans ce qui existe aujourd'hui, ça s'appelle les classes prépa intégrées, eh bien, il y a 60% de femmes. Donc, ça veut dire que quand on fait de la préparation de bon niveau partout dans les territoires, plutôt avec les universités, eh bien, on a 60% de femmes, ce qui est une très bonne nouvelle pour l'avenir. Ces classes prépa, c'est aussi un soutien financier. Ce sera 4 000 € de bourses supplémentaires par an pour ceux et celles qui s'engageront pour préparer les concours. Et ce sera surtout une formation diplômante, parce que je ne veux pas que préparer un concours soit une année blanche. Si jamais on ne réussit pas le concours, il faut qu'on ait à la fin un diplôme.
L'autre enjeu pour moi, donc ça déjà, c'est recruter plus de femmes, les amener à se dire que c'est pour elles, les aider à se préparer au concours et les faire réussir leur concours. C'est le premier objectif de l'action. La deuxième chose, c'est de m'assurer que les femmes qui sont aujourd'hui dans la fonction publique puissent accéder aux responsabilités. Beaucoup des femmes qui sont aujourd'hui en poste ont du talent, des compétences, du mérite, l'envie de faire avancer les choses, mais parfois elles ne sont pas assez identifiées, on ne les a pas repérées, elles se posent beaucoup de questions et donc on doit les accompagner davantage pour qu'elles puissent prendre ces postes. Et donc ça veut dire qu'on est en train de créer des viviers pour identifier les talents et les potentiels. On est en train de faire beaucoup plus de formation, beaucoup plus de coaching. On accompagne mieux aussi les déménagements parce que parfois pour progresser il faut déménager. Bref, on est très concret. Et donc, mon enjeu aujourd'hui, c'est d'abord de laisser la parole, et je remercie Nathalie Collin que vous ne voyez pas à l'écran parce que la caméra n'est pas, voilà, qui est à gauche de moi et à droite pour vous de l'écran, qui est la directrice générale de l'administration et de la fonction publique, qui est un peu notre DRH, vous voyez, pour l'ensemble de l'État, qui va animer nos débats, avec 3 femmes que je connais plus ou moins bien, mais maintenant de mieux en mieux, qui, vous allez voir, ont fait des choses très différentes dans la vie, qui ont eu des parcours aussi très différents et qui vont vous parler, je crois, de 3 sujets qui sont au cœur des questions que vous posez sûrement. Ce sont des questions assez classiques. Les questions, alors si je regarde vers vous, Madame la colonelle, comment, quand on est une femme, on prend des postes, notamment pensés comme étant des postes d'hommes, vous voyez, avec un uniforme de gendarme, qu'est-ce que ça veut dire? Également, je remercie Leïla Derwish de parler de la lutte contre l'autocensure territoriale et sociale et comment on peut dépasser ce qui dans sa tête apparaît être comme des barrières ou des plafonds de verre et qui en fait sont des plafonds qui n'existent peut-être beaucoup moins que ce qu'on imagine. Et puis Laetitia Elouette qui aussi nous parlera de la diversité, de la discrimination de la fonction publique, notamment en lien peut-être avec le travail que vous faites aussi pour d'autres ministres, sur la valorisation de parcours qui sortent un peu des cadres. Donc je vais m'arrêter là, vous dire que je suis très heureuse. Le but, c'est vraiment que vous, étudiantes et lycéennes, vous puissiez vraiment pleinement nous poser des questions, réagir, soit par petits messages écrits, soit en prenant la parole quand on vous la donnera. Et ce sera en tout cas un moment, j'espère pour vous toutes, utile. Alors, je dézoome pour qu'on voit tout le monde, mais voilà, hop, est-ce qu'on voit tout le monde? Il faudrait que... Là, vous voyez tout le monde. Super. Chère Nathalie, je vous laisse animer la table ronde. Merci Madame la Ministre. Je vais pas garder la parole très longtemps. Simplement, donc, vous avez rappelé les 3 thèmes autour desquels s'organisent nos échanges aujourd'hui. Je pense que le mieux est de laisser tout de suite la parole à Leïla Derwish pour présenter son parcours et ce que lui inspire peut-être rapidement le thème autour duquel nous allons commencer nos échanges et ensuite nous pourrons prendre un certain nombre de questions d'intervention. Je précise simplement que les contraintes de calendrier et de temps font que nous avons un petit peu moins d'une demi-heure pour échanger au fur et à mesure sur chacun de ces 3 thèmes. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais faire un propos pas trop long pour laisser le plus de temps possible aux questions-réponses. Donc, je m'appelle Leïla Derwish, j'ai 34 ans. Je suis originaire de Valence, dans la Drôme. C'est là où j'ai grandi, même si j'y suis arrivée à l'âge de 4 ans seulement, parce que je suis née à l'étranger. Je suis née en Algérie, je suis arrivée en France à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai fait toutes mes études jusqu'au bac à Valence. Ensuite, j'ai fait 1 an de classe préparatoire Hippocagne à Lyon, avant de passer le concours de l'IEP de Paris et d'arriver à l'IEP de Paris où j'ai passé donc 4 ans. J'ai passé 1 an à l'étranger à cette occasion-là. J'ai passé un master affaires publiques et à la fin du master affaires publiques en 2009, j'ai passé le concours de l'ENA que j'ai eu, où j'ai passé 2 ans. Ensuite, je suis arrivée à la sortie de l'ENA en 2012. Je suis arrivée au Conseil d'État. Donc, j'étais magistrate administrative. Les gens du Conseil d'État n'aiment pas qu'on dise magistrat, mais c'est quand même un rôle de juge administratif. J'y ai passé 4 ans. Après ces 4 ans, j'ai un peu changé d'orientation, j'ai un peu quitté le droit et j'ai été
au cabinet du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel. J'étais sa directrice de cabinet. Je m'occupais de l'appuyer dans la prise de décision, d'accompagner les travaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Après ça, j'étais devenue un peu une spécialiste du droit de l'audiovisuel, des sujets audiovisuels, et donc j'ai été recrutée par la ministre de la Culture comme conseillère chargée des médias et des industries culturelles, de la musique, du cinéma, du jeu vidéo, de la presse. Et donc j'étais avec une première ministre qui s'appelait Françoise Nyssen, puis ensuite il y a eu un changement de ministre et je suis restée avec ce nouveau ministre jusqu'à l'été 2020. J'étais à la fin directrice adjointe de son cabinet, donc j'avais un portefeuille un peu plus large. Ensuite, cet été, je ne voulais plus travailler en cabinet ministériel parce que ça demande un investissement en temps assez intense. Et donc, je suis retournée dans mon administration d'origine qui est le Conseil d'État. Ça, c'est une grande chance qu'on a dans une partie de la haute fonction publique de pouvoir faire des allers-retours entre différentes fonctions. Mais comme on était en plein milieu de la crise sanitaire, je me sentais pas parfaitement utile là où j'étais. Et donc, j'ai accepté de faire une mission de quelques mois pour l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Où je dirigeais une équipe qui s'occupait des tests contre le Covid. Donc, on faisait des tests partout en Île-de-France. Donc, j'ai fait ça pendant 3 mois et demi, diriger une équipe qui était d'anciens bénévoles qui avaient envie de s'engager pour la lutte contre la crise sanitaire. Et puis, ça fait beaucoup de changements donc, en quelques mois. Et ensuite, j'ai rejoint, il y a 1 mois et demi, la ville de Paris comme directrice des affaires juridiques. Donc, j'encadre 80 personnes au sein de l'administration de la ville. Et on donne des avis sur toutes les politiques publiques qui sont menées par la ville. On leur donne un accompagnement juridique et puis on fait aussi le contentieux quand la ville est attaquée, et ça arrive très souvent. Donc moi, je ne venais pas du tout à la base ni d'un endroit ni d'une famille où les concours administratifs étaient quelque chose d'évident. Comme je vous l'ai dit, je suis née à l'étranger. J'ai passé une bonne partie de mon adolescence dans un quartier dont je croyais jusqu'à l'âge de 15-16 ans qui s'appelait la ZUP, puisque tout le monde appelait ça la ZUP. Sauf que ZUP, ça veut dire zone urbaine prioritaire, c'est pas un nom. Mais dans l'esprit des gens, c'était vraiment, ça s'appelait comme ça. C'était ce quartier-là. Donc c'est là où je suis allée à l'école primaire, où je suis allée au collège. Et puis un peu plus tard, j'ai déménagé de ce quartier pour aller dans une zone un peu plus pavillonnaire où j'étais dans un lycée qui n'était plus le lycée du quartier particulier, mais qui était un lycée qui avait on va dire des performances extrêmement moyennes, c'est plutôt un euphémisme de dire ça, des performances moyennes dans l'académie. Et pourtant, je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai faite d'être dans ces différents établissements scolaires. Alors, je pense que beaucoup de gens vont vous dire la même chose, mais je pense que c'est assez vrai. Il y a une question de chance des enseignants qu'on rencontre et des interlocuteurs qu'on rencontre. Moi, ma maîtresse d'école en primaire, on était en plein milieu de ce quartier et il fallait que les élèves qui soient passés dans sa classe soient les meilleurs en grammaire et en orthographe de tout le collège. Donc, elle ne s'arrêtait pas jusqu'à ce qu'on ne soit pas devenus les meilleurs en orthographe et en grammaire. Et ensuite, dans ce lycée, qui n'était vraiment pas un lycée très favorisé, il y avait une petite équipe d'enseignants qui... Alors peut-être que c'est parce qu'ils ignoraient les réalités des obstacles, mais qui en tout cas n'avaient aucun doute sur le fait qu'il fallait pousser le plus possible leurs élèves à réussir et surtout ne pas s'auto-censurer. Donc ce sont eux qui m'ont poussée à m'inscrire en classe préparatoire à Lyon. Ils voulaient d'ailleurs que je m'inscrive plutôt en classe préparatoire à Paris parce que quand même, il fallait mieux viser le plus haut possible. Ils voulaient absolument que je m'inscrive au concours de l'IEP de Paris. Il y avait vraiment un discours extrêmement fort de la part de mes enseignants sur le sujet, de telle sorte que je me suis en réalité assez peu posé de questions.
Et bien sûr qu'il y a eu des obstacles, il y a eu des conseillers d'orientation qui m'ont tenu des discours, je pense que vous en avez tous certainement entendu, en me disant non, mais là, ça va être un peu trop compliqué pour vous. Franchement, il faut plutôt choisir quelque chose de plus simple, de plus sûr. Je pense que j'avais été tellement bien entourée par ces enseignants que je ne me suis pas trop posé de questions. Et puis surtout, j'ai un caractère assez particulier, j'ai un esprit de contradiction assez fort. Donc, je vous invite à tout avoir un esprit de contradiction très fort. Donc, quand on vous dit, franchement, c'est peut-être pas exactement pour vous, choisissez quelque chose d'un peu plus facile, moi, je fais exactement le contraire. Quand j'ai eu quelques profs, notamment en Hippocane, qui me disaient « Ah non, mais vous êtes vraiment nuls dans cette matière », moi, ça me motive plutôt pour devenir quasiment la meilleure dans la matière concernée. C'est l'esprit de contradiction, je ne sais pas ce qu'on vous a dit, mais j'ai toujours trouvé ça très, très, très utile. Et donc, évidemment, il y avait un certain nombre d'obstacles et on pourra en parler. Les questions financières ne sont pas les moindres. Donc, quand on habite... moi, j'étais... à Valence, donc c'est une ville où il y a une université. Enfin, oui, il y a des classes préparatoires et il y a une filière universitaire, mais ce n'était pas exactement ce que je veux faire. Donc, partir à 18 ans, ça implique de payer un logement, même si toutes les études que j'ai faites étaient gratuites ou, une fois en école de la fonction publique rémunérée, il faut payer un logement, il faut payer sa nourriture, il faut payer plein de choses, il faut payer une année à l'étranger. Donc, il y a des systèmes de bourse qui existent. Moi, j'ai toujours travaillé à côté pour payer une partie de mes études. Donc, ce sont des obstacles, mais qui sont, je pense, complètement surmontables. Et il ne faut pas en faire, un alpha et un oméga, même si je ne suis évidemment pas... placée pour nier la réalité des difficultés économiques que rencontrent beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Mais moi, j'ai été confrontée j'avais passé un concours pour une sorte de double diplôme. D'ailleurs, c'était déjà en droit entre la France et l'Espagne. Et les gens, le jour de mon oral, m'ont dit « Mais est-ce que vous avez vraiment l'argent pour payer cette formation ?» qui était une formation gratuite, mais il fallait vivre en Espagne. Et ça m'avait vraiment très profondément heurtée qu'on cherche à me sélectionner, non pas sur les capacités que je déployais lors de cet entretien, mais sur le fait supposé que je n'aurais pas les moyens de faire cette formation-là. Donc ça, on pourra en parler si vous avez des questions aussi sur cette partie-là. Merci beaucoup de cette présentation qui est très, très riche et qui appelle, j'imagine, beaucoup de questions et de souhaits d'intervention et d'échange. Qui souhaite démarrer par une première question? Je suis sûre que vous avez envie de vous demander ou de vous dire plein de choses. Peut-être commencer, je me dis, par les élèves des IRA qui connaissent un peu plus le monde administratif que nos amis lycéennes. Est-ce que c'est déjà pour que vous puissiez briser un peu la glace? Vous avez déjà passé plusieurs étapes si vous êtes là. Laura, Dolis ou Emeline, par exemple. Ou la Patricia Akit, là-haut. Je ne vois pas votre nom en entier. Alors, il faut que vous activez votre micro. Si ce n'est pas possible, je vais le faire parce que... Est-ce que là, on m'entend? Oui, on vous entend. Allez-y. Oui. Bonjour, je m'appelle Patricia Akit. Je suis issue du 3e concours à l'IRA. Donc, je viens tout juste de faire ma rentrée. J'ai 47 ans et je viens des Outre-mer. Et je voudrais rebondir sur la présentation de Madame Derwisch concernant les classes préparatoires et juste en fait je voudrais en fait souligner le fait qu'il faut déjà avoir connaissance de ces classes préparatoires et venant de l'Outre-mer, je remarque que on est moins amené à rencontrer des gens qui nous inspirent, qui ont fait ces classes préparatoires, Cagne, Hippocane et d'autres préparatoires même scientifiques, et que c'est une grande chance de rencontrer en fait, d'être amené à rencontrer des gens qui nous inspirent, qui ont eu ce genre de parcours. Et l'IRA est aussi une très très grande chance
via le troisième concours, l'accès via le troisième concours est une très grande chance pour intégrer la fonction publique et prendre des responsabilités au sein de la fonction publique et servir l'intérêt général. Voilà. Merci. C'est vrai que ces troisièmes concours, qui sont une source de diversification intéressante, permettent aussi beaucoup aux femmes d'entrer dans la fonction publique après avoir fait une première carrière dans le secteur privé. Et quel est votre parcours précédent, sans vouloir être trop indiscrète? Alors, j'étais une très très bonne élève au lycée. Et je suis allée à l'université, puisque, bon, là, ce n'est pas une autocensure, mais bon, personne ne m'a vraiment orientée vers des classes préparatoires. Donc, j'étais une élève vraiment très brillante en lycée. Je suis allée à l'université et j'ai fait un diplôme de type Master 2. J'ai fait l'IAE également. Et j'ai travaillé, en fait, très, très longtemps dans le privé. Et à un certain âge, avec une certaine maturité, voilà, j'ai eu envie de dire, voilà, pourquoi pas moi, je vais tenter ce concours de l'IRA, qui effectivement, de l'extérieur, n'a pas l'air facile du tout, et de l'intérieur non plus d'ailleurs. Et je vais tenter ce concours, et peut-être avec un peu d'autocensure, parce que quelque part, je rêverais aussi de tenter le concours de l'ENA, mais ça me paraît tellement inaccessible que voilà, on se met à un plafond de verre, comme vous disiez. Alors, la bonne nouvelle d'abord, c'est que votre parcours, il illustre aussi ce que moi je pousse en tant que ministre, c'est qu'on peut choisir sa vie à plusieurs moments et qu'il n'y a pas un parcours obligé à un moment qui serait restreint. Et donc, moi, je pousse énormément pour que non seulement on ait des jeunes qui représentent toute la diversité de notre pays, qui puissent passer les concours à 22-23 ans, mais également que par les concours internes, par les troisièmes concours, des personnes qui veulent servir leur pays, servir les autres, avec déjà une expérience professionnelle conséquente, puissent le faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'idée qu'on va faire tous 40 ans de même métier, dans le même ministère, dans le même bureau, et à monter les échelons et les étages, ça ne correspond pas à l'aspiration de beaucoup de jeunes. Je pense que le parcours de Jacques Desruches en est un exemple. Bon, moi, j'ai 35 ans, elle a 34 ans, mais on a déjà fait l'une et l'autre beaucoup de choses différentes de notre vie. Et je pense que c'est motivant de se dire qu'il y a des passerelles et que les choses restent ouvertes. Ensuite, au concours de l'ENA, vous dire qu'on a supprimé, il y a maintenant quelques jours, le nombre de fois où on peut passer les concours administratifs. Vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez. Donc, si vous vous dites, bon, j'aimerais voir voilà, à quoi ça ressemble, quel est le niveau, quelles sont les épreuves, évidemment, il faut travailler un peu avant, parce que si vous y allez comme ça risque d'être un peu compliqué. On a supprimé le nombre de fois maximal dont on peut passer ces concours pour justement que ça ne coûte, entre guillemets, rien d'essayer. Et donc, je le dis aussi aux lycéennes et aux divers étudiants qui sont avec nous, la fonction publique, elle donne sa chance à tout le monde autant de fois que nécessaire. Et s'il faut que si vous devez repasser le concours 3 fois pour être bien au point, être à l'aise et être convaincant, et eh bien, on peut passer 3 fois. Et donc, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de limite. Ça, je pense que c'est aussi un signal très fort à envoyer. Alors, Marie-Mène, si vous pouviez activer votre vidéo, on serait heureuse de voir votre visage. Voilà, super. Bonjour. 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 J'espère que vous allez toutes bien. Donc, moi, j'ai une question à vous poser, Madame Derwish. C'est que votre parcours est vraiment exceptionnel, j'ai envie de dire. Et ce que je veux dire, c'est que c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Parce qu'on voit que dans les grandes écoles, donc il me semble que, si je me souviens bien, vous avez fait Sciences Po, enfin l'IEP de Paris, c'est ça? Et on voit en fait que dans les grandes écoles, il y a une forte en fait, reproduction sociale. Ça veut dire que les élèves qui intègrent ces écoles-là sont des enfants de cadres. Et on voit que la population, enfin que les jeunes de milieu ouvrier représentent 36% de la population et que seulement 10% intègrent ces écoles-là. Et donc, est-ce qu'on peut dire aussi que, certes, votre parcours est remarquable, mais est-ce qu'on peut dire aussi comment expliquer, je perds un peu mes mots, je suis un peu stressée, que l'école, en fait, ne favorise pas l'entrée dans les grandes écoles pour les personnes issues de milieux ouvriers et populaires?
Mais c'est pour ça, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Et mon discours, c'est évidemment pas de dire quand on veut, on peut, tout est très facile et il n'y a y a rien qui fait qu'on serait particulièrement discriminé. C'est pas du tout le cas. Mais c'est pour ça que j'ai utilisé le terme de chance. Et aussi, alors il ne faut pas que ça soit... En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ça passe en partie par de la chance. La chance d'avoir rencontré des enseignants qui m'ont donné des informations. Si je n'avais pas eu ces enseignants-là, je ne sais pas exactement ce que j'aurais fait comme étude. Peut-être que je serais allée à l'université. Alors moi, je voulais faire du droit, je voulais aller à la fac de droit à la base, mais mes parents ne voulaient pas. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, ils pensaient qu'on ne gagnait pas assez d'argent en faisant des études de droit. Mais ça ne leur posait pas de problème de me laisser aller faire des études littéraires, ce qui était un peu étrange. Et donc, j'ai eu cette information-là. Et ce qu'il faut, c'est qu'on arrive dans une situation, je pense, où tout le monde, déjà, ait l'information sur ce qui existe. Et moi, je sais que je suis l'aînée dans ma famille. Et ma petite sœur, qui a 6 ans de moins que moi, à partir du moment où elle voyait les études que je faisais moi, elle s'est jamais elle n'a pas du tout eu une pratique d'autocensure. Donc, elle a fait ce qui l'a intéressée. Il se trouve qu'elle a fait une école de commerce, elle a fait des stages à l'étranger. Mais chez elle, ce volet-là d'autocensure avait complètement disparu parce que quand vous avez quelqu'un, votre sœur dans la même famille, qui a eu un certain parcours, vous vous posez moins de questions. Et donc, ce qui montre aussi que il y a quand même un des éléments déterminants, c'est le fait d'essayer et de croire que c'est possible, d'avoir des exemples qui vous montrent que c'est possible. Alors, pour embrayer là-dessus, nous, dans la fonction publique, les prépas talents, elles ont justement vocation à être dans les universités, là où on étudie, là où les jeunes sont. Parce que si on vous dit, quand vous êtes à l'université de Nantes, il y a une prépa à Nantes, à la limite, il y avait un début, grâce notamment à la classe prépa intégrée de Nantes, de classe préparatoire sur place. Mais si vous êtes à l'université aujourd'hui d'Orléans, de Tours, de Bourges, vous faites une longue liste d'endroits où, quand on est notamment élève boursier, c'est très compliqué aujourd'hui de se projeter dans l'idée de préparer un concours, notamment de la fonction publique, parce qu'il n'y a pas d'encadrement, pas de soutien, pas de moyens donnés. Donc moi, mon première ambition, c'est qu'il y a plein de jeunes, je vois que vous êtes étudiante en première année de licence, plein de jeunes qui font des licences de droit, d'économie, de sciences sociales, de droit public, d'affaires publiques, d'affaires internationales, et qui sont là où ils sont, qui n'ont aucune information sur la manière très concrète de se préparer au concours. Donc ça, on est en train de le résoudre grâce à ces classes prépa talent. Et que donc, du coup, si vous me suivez, on ne soit plus obligé d'aller à Sciences Po Paris pour préparer ces concours. Moi, je pense que obligé d'une certaine manière, par les faits, il n'y a pas d'obligation légale, mais de fait, aujourd'hui, si vous ne passez pas par Paris, votre chance de réussir ces concours, elle est très faible. Elle n'est pas nulle, il y a des gens qui arrivent, des exceptions, comme vous dites, mais elle est aujourd'hui très faible. Et donc ça, ce n'est pas la République. La République, elle a nulle part écrit, pour devenir haut fonctionnaire, il faut habiter à Paris 2 ans parce que c'est là qu'on prépare bien les concours. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'information. Les métiers de la fonction publique sont des métiers qui recrutent selon le talent et le mérite. Et c'est le principe du concours. Alors, évidemment, il faut qu'on travaille ensuite sur les jurys, s'assurer que quand on passe les oraux, il n'y ait pas de biais de sélection en disant « Ah, une femme qui s'affirme un peu, qui a un esprit de contradiction », comme disait Leila Derwish, c'est une emmerdeuse, elle va être pénible, oh là là, elle va ouvrir sa bouche. Bon, donc ça, il faut qu'on ait moins de biais, parce que vous savez, les femmes en situation de responsabilité, peut-être que vous en parlerez, chère Karine, Madame la colonelle, on est toujours vu comme autoritaire parce qu'on a des idées, alors qu'un homme qui a des idées, c'est un homme brillant, un homme qui a un avenir. Vous voyez, il est acteur de sa vie. Nous, on est autoritaire, voilà. Donc, on va former les jurys, notamment, à déconstruire ces biais, parce qu'on n'est pas très habitué. Vous savez, la première femme préfète, quand même pas, il y a 100 préfets en France. La première femme préfète, elle a été nommée dans les années 70. La première femme directrice d'administration centrale, elle a été nommée dans les années 60. Donc, ça n'excuse en rien le fait qu'on ne soit pas déjà à la parité, mais on a encore des rôles modèles, comme vous dites, pour se projeter, ce que disait la Derwish, d'avoir des modèles, de dire des gens qui sont nés ici, qui ont eu la même vie que moi, qui ont vécu le même quotidien que moi, ils peuvent y arriver. Et donc, c'est pour ça que moi, je soutiens beaucoup d'associations, comme des territoires en grandes écoles, comme nos quartiers du talent, comme Révèle aujourd'hui, qui vont faire ce retour de là où on vient, ce retour au lycée. Moi, je pense que si dans notre pays,
tous les jeunes et moins jeunes pouvaient, une fois par an, retourner dans leur lycée et leur dire, vous voyez, j'avais la même cantine, j'avais la même salle de cours, j'allais dans le même gymnase. Et vous voyez, 5 ans, 10 ans après, voilà ce que je fais, voilà ce que j'ai fait. Ça ouvrirait le champ des possibles à plein de jeunes qui pensent que ce n'est pas pour eux. Et vous avez raison de dire, aujourd'hui, il y a quand même plus que des exceptions. Il y a quand même de plus en plus de jeunes qui ont, parce qu'ils ont eu de la chance, ils ont été bien accompagnés. Parfois, juste, ils sont tombés par hasard sur une information. Ils existent, heureusement, c'est une bonne nouvelle, les choses avancent. Eh bien, on a besoin qu'ils aillent témoigner auprès de ceux et celles qui viennent après eux. Moi, je dis toujours aux fonctionnaires, votre rôle, c'est non seulement de faire votre métier de fonctionnaire, mais c'est aussi de parler à la jeunesse, à ceux qui viennent après. Si on s'occupe bien du pays, on s'en occupe pour aujourd'hui, on s'en occupe aussi pour demain. Et donc, tous les hauts fonctionnaires et les fonctionnaires vont être des tuteurs à partir du mois de septembre 2021, soit d'élèves qui vont être en prépa, soit dans le cadre des cordées de la réussite, soit dans le cadre du service national universel, pour aller voir des jeunes et leur dire, voilà, moi, regardez ce que je fais aujourd'hui, c'est possible. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on passe à la suite? Oui, bonjour, moi j'ai une petite question. Alors, on a besoin de voir votre visage. Si vous pouvez activer votre vidéo, c'est plus sympa. Oui, en fait, je suis désolée. En fait, je suis actuellement plus au lit à cause du Covid. Du coup, je suis allongée, j'arrive pas à rester assise. Du coup, voilà, c'est pour ça. Désolée pour ça. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'ai entendu que du coup, il y allait avoir de nouvelles, des classes prépa créées pour préparer son cours. Ce que je trouve très... je pense que ça va être très enrichissant, mais j'aimerais savoir, pour moi, j'ai fait une classe prépa avant. C'est une classe prépa ECS. Actuellement, je suis en licence 3 d'économie. Mais je sais que pour entrer en classe prépa, il y a eu la sélection. Et j'imagine que les places vont être limitées, même si elles semblent ouvertes à tous. J'aimerais savoir sur quoi se baserait du coup cette sélection pour ces classes qui nous permettraient de préparer les concours administratifs. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. Très clair. Est-ce que je peux juste vous poser une question? Est-ce que vous êtes boursière de l'enseignement supérieur? Oui, moi je suis boursière depuis cette année d'ailleurs. Alors, c'est la seule condition à remplir. Donc, d'abord, il faut soigner du Covid, mais ça, je pense que ça va bien se passer. Merci. La deuxième étape, c'est que d'ici à la fin du mois de mars, vous pourrez retourner, on vous fera passer à l'association Révèle la liste de toutes les universités qui ont, en général, au niveau du master, donc là, je vois que vous êtes en 3e année de licence, donc ce sera parfait pour l'année prochaine, ouvriront une sélection, c'est sur dossier, de dire, voilà, quelle est votre motivation, pourquoi vous voulez préparer les concours, qu'est-ce que vous visez. Il y aura ensuite probablement un entretien, et sur la base de votre motivation et de vos notes, parce qu'on va quand même regarder que vous avez une licence dans de bonnes conditions, donc il y aura en région Île-de-France, je ne sais pas, vous êtes à la Sorbonne, je vois. On est en train de travailler, vous voyez, avec à la fois, bien sûr, l'ENA à Paris, l'université peut-être de Villetaneuse, l'université de Créteil. Donc on aura des lieux en région parisienne, soit à Paris, soit en proche petite couronne ou grande couronne, et où vous aurez un complément de bourse de 4 000 €, un tuteur pour vous accompagner, des cours de bonne qualité et un diplôme de master à la fin, pour que cette année-là soit à la fois une année de préparation du concours, mais aussi une année diplômante, pour que, voilà, si ça vous demande si vous voulez poursuivre vos études ensuite, vous puissiez le faire, soit valorisé. Donc, on s'assurera que vous aurez bien toutes les informations, mais à partir du moment où aujourd'hui, on reconnaît qu'on a un peu moins de chance, comme disait Leïla au départ, parce que notamment on est boursier, donc on a un peu moins de moyens financiers pour aller prendre une petite chambre à Paris, pour se projeter dans aussi des sujets matériels plus complexes. Et ben nous, on va redonner des choix et donc des chances, entre guillemets, à cette nouvelle génération de hauts fonctionnaires et de hautes fonctionnaires, je ne sais pas si ça existe, mais qu'on veut faire émerger. Alors, oui, on a un dernier soin d'intervention avant de passer au deuxième thème. Je ne vois pas bien votre prénom. C'est Marjorie, c'est ça? Michel, ça doit être votre nom. Oui, c'est moi. C'est Michel Majdoub, c'est ça. Oui, donc voilà, donc je m'appelle Michel Majdoub, j'ai 18 ans et j'aurais une question pour savoir les élèves qui sortent de lycée professionnel, pourquoi ils sont très limités pour pouvoir entrer dans des écoles comme Sciences Po ou comme tout simplement des licences de droit à la Sorbonne, des trucs comme ça. Parce que moi, je sors du coup d'une
d'un bac professionnel gestion administration. Et donc, du coup, moi, j'ai pu accéder à une passerelle qui s'appelle DU Paréo, qui a un cursus social et qui, du coup, nous aide à nous préparer donc, aux études universitaires de la fonction publique, droit, sciences politiques, etc. Mais j'aimerais savoir pourquoi les personnes qui sortent de pro ne peuvent pas directement accéder à des grandes écoles comme Sciences Po ou directement aller à la Sorbonne sans avoir de difficultés. Peut-être, moi je pense que d'abord, on a le principe, c'est que si on a le niveau du bac, il y a beaucoup de concours qui peuvent être passés, notamment des concours, comme on dit, de catégorie B ou C. Donc la partie des concours, elle ne fait pas de distinction entre le type de bac qu'on a eu et le type de lycée. Pour les concours dits de niveau de catégorie A, il faut une licence. Et là aussi, de la matière que l'on souhaite, c'est le niveau de la licence que l'on sanctionne. Donc, nous, dans la fonction publique, le principe du recrutement par concours, c'est que le bac, entre guillemets, suffit pour l'immense majorité des concours de catégorie B ou C. Et il y a même des concours aussi qui, parfois, peuvent être ouverts à des personnes qui n'ont pas le diplôme lui-même et qui ont validé des acquis d'expérience, qui ont de l'ancienneté. Ça, c'est parce qu'on fonctionne par concours. Après, là, ce que vous me posez comme question, c'est l'accès à l'université. Et donc, effectivement, les passerelles qui existent sont faites pour que, notamment, on réussisse. On pourrait dire, on prend tout le monde en licence, et puis ensuite se rendre compte que voilà, le niveau de rattrapage n'a pas eu lieu, et donc ça crée plus de difficultés que de réussite. Donc, effectivement, à la fois pour les bacs techno, les bacs pro et les bacs généraux, vous savez qu'aujourd'hui, on a dans Parcoursup le fameux oui-si, ou oui avec, pour s'assurer que l'entrée à l'université, c'est une voie de succès et qu'on n'organise pas, je veux dire, à la fin de la première année de licence, en fait, il y a un certain nombre d'élèves qui n'auront pas réussi à suivre. Mais pour ce qui est du concours, je peux vous dire, aujourd'hui, vous pouvez regarder, on a un site internet qui s'appelle Score, vous faites Score, enfin, concours de la fonction publique, donc le site s'appelle Score, mais donc sur ce site-là, vous avez l'ensemble des concours, et vous verrez que beaucoup de ces concours sont accessibles avec le bac. On peut peut-être ajouter aussi que ça, c'est quelque chose qui n'est pas très connu du grand public, mais la fonction publique favorise beaucoup la promotion interne. Je crois que c'est vraiment un élément à avoir en tête. Et ce n'est pas parce que vous rentrez dans un corps de catégorie B, voire dans un corps de catégorie C, que vous ne pouvez pas assez vite, en réalité, franchir les différentes étapes et passer en catégorie B ou en catégorie A, voire en catégorie A dite supérieure, qui ne l'est pas d'ailleurs, parce qu'elles font toutes partie de la même, toutes les catégories A sont dans le même groupe. Mais voilà, je crois que c'est important d'avoir ça en tête. Les concours internes fonctionnent bien, des dispositifs de promotion interne existent, qui peuvent permettre au bout d'un certain nombre d'années, mais d'un nombre relativement réduit d'années, c'est par exemple 4 ans le plus souvent pour les concours internes, de pouvoir repasser des concours externes quand vous avez déjà une première expérience dans la fonction publique. On connaît, nous, beaucoup de fonctionnaires qui ont fait ces parcours-là et qui ont réussi à avoir un processus d'ascension dans leur parcours professionnel très rapide, après être rentré pas nécessairement directement au niveau dit de la catégorie A. C'est aussi quelque chose qui est très, très intéressant quand on rentre dans la fonction publique. Peut-être on passe au sujet et je vois qu'il y a Dado Jenny qui veut intervenir. Oui. On vous donne la parole. Allez-y. Bonjour. J'aurais une question. Je suis en première année de licence santé et société à l'université Paris-Nanterre. J'ai une licence qui est pluridisciplinaire. Après, de ce que j'ai entendu et pu voir, les parcours de la fonction publique sont souvent assez spécialisés. Et je voulais savoir si la fonction publique généralement est ouverte au parcours pluridisciplinaire. Alors, quand on fait santé et société, je pense qu'il y a des écoles qui s'appellent les écoles des directeurs d'hôpitaux ou les écoles des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, donc que ce soit les foyers de personnes handicapées, les foyers notamment de personnes âgées. Ça s'appelle l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique, qui est à Rennes.
Et je pense que vous pouvez vous renseigner parce qu'il y a exactement une école qui recrute certes des métiers de santé, mais pas des médecins, et des personnes qui notamment ont beaucoup, j'imagine, de points communs avec la formation pluridisciplinaire que vous suivez. Cette école à Rennes, elle a une classe prépa talent, dont je vous parlais précédemment. Donc, si vous regardez aussi, vous pouvez probablement aussi, pour la rentrée de septembre, je vois que vous êtes, alors, je vois que vous êtes pour l'instant en première année de licence. Donc, il faut encore travailler, a priori, encore 2 ans, mais quand vous aurez fini votre licence, vous pourrez très bien vous renseigner. Il y a 2 concours, le concours qu'on appelle les D3S, donc les directeurs, donc c'est pour les directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux, et le concours de directeur d'hôpitaux. Et c'est très pluridisciplinaire. Effectivement, les concours ont l'air d'être spécialisés, mais les métiers qui s'ouvrent après sont eux, en fait, il y a une vraie mobilité. On peut vraiment faire sa carrière avec beaucoup d'expériences différentes. Nathalie Collin, qui est là, vous voyez, pourrait vous dire qu'elle a été à la fois DRH, préfète, qu'elle a travaillé sur beaucoup de sujets différents partout en France et qu'elle est aujourd'hui à la tête d'une administration. On a vraiment des parcours et je pense que vous avez vu avec les exemples donnés par Leïla Derwish. On peut commencer comme magistrat, travailler dans les médias, revenir ensuite travailler dans les enjeux de la culture, puis aller s'occuper, vous voyez, dans les hôpitaux d'un projet, alors c'était la crise, certes, et aujourd'hui travailler à la ville de Paris. Donc, moi je peux vous dire, j'ai besoin de gens qui ont une vision pluridisciplinaire des choses. Parce que si tout le monde est spécialiste de son petit sujet, on ne va pas y arriver. Donc, c'est une chose utile et qui est valorisée dans le parcours. Alors, je pense qu'on... Laetitia, on vous donne la parole. Écoutez, volontiers. Alors, moi, je suis ravie, merci Madame la Ministre, de me convier à cet échange avec vous. Et moi, je suis ravie d'être devant vous parce que je trouve que ça fait partie aussi, je trouve, la richesse qu'on a dans la fonction publique, c'est cette richesse de partage. On disait tout à l'heure qu'il faut créer une envie. Je pense que c'est dans le cadre de discussions comme la nôtre aujourd'hui qu'on crée, on sème des germes et parfois des inspirations qui vous permettent à vous d'avancer. Donc, j'espère que certaines ressortiront grandies, enrichies avec des questions, peut-être même des débuts de réponses à l'issue de nos échanges. Alors, pour vous présenter rapidement mon parcours, il y a quelques points communs avec Leïla que je regarde, mais évidemment aussi des différences, et des différences notamment dans les métiers qu'on a pu occuper. C'est une illustration aussi très concrète de la diversité des fonctions qu'on peut occuper au sein de la haute fonction publique et qui est une vraie chance. Et moi, je crois finalement qu'il y a peu de domaines professionnels où il y a une telle diversité. Moi, je suis née à Brazzaville, au Congo. Je suis arrivée en France à l'âge de 5 ans. J'ai été élevée par ma mère, seule, avec mon frère et ma sœur, dans une cité HLM. Alors, quand on grandit dans une cité HLM, moi, j'ai eu cette chance que je souhaite à d'autres et que je souhaite même de manière plus forte que celle que j'ai eue, c'est-à-dire d'avoir des professeurs qui ont cru en moi et qui m'ont projeté en fait dans un horizon et une vie au-delà de ma cité HLM. Et en me donnant le sentiment et en m'accompagnant avec l'idée que par le travail, moi aussi, je pouvais occuper des fonctions d'excellence. J'ai été boursière. Donc, on reprend aussi une des questions qu'on a pu aborder là. J'ai pu, avec cette bourse, faire une classe préparatoire, une Hippocagne. J'ai fait Sciences Po. En sortant de Sciences Po, un choix très clair, c'était celui de rentrer dans la fonction publique. Mon histoire et puis aussi une aspiration très personnelle, celle d'inscrire ma vie en fait dans une implication qui est aussi un engagement citoyen. Moi, je trouve que c'est une force aussi du service public que de proposer d'inscrire ce qu'on fait tous les jours. Parfois, on ne le voit pas directement, parfois c'est très direct. Il y a une utilité qui nous dépasse et qui sert tous, le service public, mais aussi tous les habitants. Et cette dimension-là est extrêmement importante pour moi. Au sein des postes que j'ai occupés, alors j'ai d'abord travaillé 10 ans en Seine-Saint-Denis, 10 ans avec moi des postes que j'ai trouvés exceptionnels. En tant qu'administrateur territorial. Alors, administrateur territorial, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les cadres dirigeants de la fonction publique. Et on passe un concours qui s'appelle l'INET. Donc, je pourrais vous parler du concours et du métier si vous le souhaitez, parce que je trouve que c'est un métier que moi, je trouve en tout cas assez extraordinaire. C'est-à-dire que ça travaille dans les mairies, dans les départements, dans les régions. Exactement. Beaucoup d'entre vous ne savent pas encore concrètement ce que doit être la fonction publique territoriale. Voilà, et c'est l'équivalent. Alors, prenez-le de manière extrêmement simple, c'est l'équivalent de l'ENA pour les territoires. Donc, j'ai passé ce concours-là. Travail en Seine-Saint-Denis, je vous l'ai dit que j'ai passé près de 10 ans. D'abord en étant responsable du RSA au conseil départemental. Alors, le RSA, je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est une des politiques sociales majeures. La Seine-Saint-Denis, par rapport à cette politique sociale majeure, c'est forcément des départements emblématiques. Donc, c'est une vraie chance. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme une vraie chance. Je suis arrivée au moment où il y avait
l'ancien dispositif qui s'appelait le RMI. Et donc là, j'ai eu cette opportunité de mettre en place en fait une nouvelle politique publique dans un département les plus emblématiques en termes de concentration de pauvreté, et évidemment avec toute une équipe derrière. Il y a aussi cette dimension de pouvoir dessiner des orientations et pouvoir amener ces équipes au sein de ces orientations. J'ai ensuite, on m'a ensuite proposé de rejoindre la ville de Saint-Denis. Alors, je ne sais pas si ça parle, la ville de Saint-Denis, à beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas de quelle manière ça parle. Finalement, ce n'était pas une ville qui était inscrite dans une très proche proximité de Paris. Ce serait une des plus grandes villes de province. On est à quasiment 140 000 habitants. Et on a cette caractéristique aussi d'avoir la concentration de pauvreté parmi la plus importante de France, mais, parce que les choses ne sont jamais aussi simples que ça, également un territoire en mutation avec des projets de transport, avec un équipement exceptionnel qui est le Stade de France, avec des projets de construction de logements. Et là, on se retrouve avec un poste. Voilà, je mets en avant les deux aspects parce que pour moi, c'est aussi toute la variété en termes de panel en fait, de compétences et de panel d'enjeux qu'on peut embrasser dans des fonctions de hauts fonctionnaires et dans la fonction publique en général. Quand on est directeur général adjoint de la ville de Saint-Denis, comme je l'étais, j'étais en charge du pôle social, c'est à la fois être partie prenante d'enjeux stratégiques, parce que c'est un territoire qui a des enjeux stratégiques en termes de population, en termes de mise en œuvre de politiques publiques. Et c'est aussi de la même façon, et c'est extrêmement important aussi, assurer la quotidienneté. On a une population fragile avec des services qui doivent être ouverts au quotidien, et donc on a un métier dans lequel on a la chance, parce que pour moi c'est une vraie chance, de pouvoir tenir de ces deux exigences, de faire en sorte que cette stratégie, elle se traduise en fait par des actions au quotidien qui permettent d'avoir un service de qualité pour les habitants. Après cette expérience, moi j'ai eu l'opportunité de rejoindre la Cour des comptes. Alors là, pour le coup, on est dans quelque chose, on est moins dans la quotidienneté, mais je dirais que c'est une chance. De la même façon, le fait de pouvoir, au sein d'une carrière, Madame le ministre le disait, embrasser des sujets aussi différents. Alors on peut se dire que c'est une prise de risque, peut-être que certains ne vont pas aimer, mais dans le fond, c'est aussi quelque chose qui se fait avec un choix. Mais le choix de pouvoir occuper des métiers aussi variés, c'est formidable. Moi, je suis arrivée à la Cour, c'est un métier très différent, c'est un métier où le fond du métier, c'est s'assurer du bon usage de l'argent public. Pour s'assurer de l'usage du bon usage de l'argent public, c'est faire des contrôles où on s'assure de la régularité de l'utilisation, mais on va au-delà. Et là, c'est vraiment intéressant, on va au-delà parce qu'on analyse comment sont mises en œuvre les politiques publiques, santé, formation, tout ce que vous voulez, équipement, transport, et de pouvoir observer à la fois comment sont mises en œuvre les politiques publiques et comment les organismes, les grands organismes publics fonctionnent, et sur cette base-là, de faire des propositions très concrètes qui permettent d'améliorer le service public. Je vous donne juste un exemple concret parce que parfois on présente des choses comme ça et peut-être que ça ne parle pas. L'un des derniers contrôles que j'ai fait, c'est Pôle emploi. Je prends cet exemple-là parce que je pense que ça parle à tout le monde. Et en fait, derrière Pôle emploi, c'est une manière en fait d'analyser, de comprendre comment une des politiques les plus importantes de France, et notamment aujourd'hui dans cette période de Covid, la politique de l'emploi et la politique de formation, est concrètement mise en œuvre. Et Pôle emploi, voilà, vous devez avoir, je pense, chacun à son point de vue, une image de Pôle emploi. Pôle emploi, c'est 40 milliards en fait de budget, ce qui n'est pas rien, et c'est 50 000 collaborateurs. Donc c'est pouvoir, au sein de son activité, avoir la chance aussi d'être confronté à quelque chose à la fois d'aussi crucial, avec des enjeux, et de pouvoir ensuite établir des dispositions et des recommandations assez concrètes. Je vous ai parlé de tout ça, et je ne sais pas comment vous m'avez vu dans ma présentation, mais moi je me sens très épanouie dans cette fonction publique, je me sens très épanouie en tant que haut fonctionnaire, je me sens très heureuse en fait de la diversité dont j'ai pu bénéficier. Mais je voulais parler avec vous de choses qui ont aussi jalonné ma carrière, et moi je trouve que c'est important de partager là-dessus. C'est ce qu'on peut appeler des échecs, Madame la ministre en parlait, ou des difficultés. C'est qu'est-ce qu'on fait à des moments en fait, où on vise quelque chose et où on ne l'a pas. Donc Leïla a eu l'ENA. Moi, quand je suis sortie de Sciences Po, je n'avais qu'une envie. C'était vraiment, il y avait un seul sujet qui m'importait, c'était avoir l'ENA. Je ne l'ai pas eu. J'ai passé une deuxième fois, je ne l'ai pas eu non plus. Et ça a été difficile. Ça a été difficile parce que je pense que, à la fois en venant en fait d'un milieu social qui n'était pas le bon, j'étais bonne élève à Sciences Po,
je me disais dans ma tête, voilà, à 24 ans, que j'avais beaucoup plus travaillé que les autres. Il y avait une question comme ça de, finalement, tous les efforts que j'ai faits ne sont pas récompensés et c'est un peu toujours les mêmes qui, au final, sont retenus. Je ne dis pas que c'est juste, mais je vous dis que c'est comme ça que moi, je l'ai compris. Et je l'ai vécu aussi comme, je vous ai parlé voilà, de mon lieu de naissance, je ne suis pas née en France, donc je me fais partie de ces Français qui sont nés ailleurs et qui sont tout aussi Français que les autres. Mais en étant née ailleurs, je pense que le fait de viser l'ENA et d'avoir l'ENA, c'était une forme de consécration républicaine. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis là devant vous plusieurs années après et je vous dis, mais vraiment avec un alignement assez simple et assez profond, que je suis très épanouie et je suis très épanouie. Et pour moi, le message que je partage avec vous, c'est qu'est-ce qu'on fait quand à un moment donné, en fait, on n'a pas exactement ce qu'on veut. Et je pense qu'en étant femme, aujourd'hui, dans cette journée du 8 mars, peut-être plus que les hommes, on a tendance à l'intérioriser comme une barrière autolimitante, alors que fondamentalement, rien ne s'arrête à un moment donné. Et que cette fonction publique, dans toute la diversité qu'elle propose, dans toute la manière dont elle est construite, elle permet aussi d'emprunter d'autres voies. Moi, je suis devenue administrateur territorial. Ce n'est pas ce que je voulais faire au départ, mais je peux vous dire que je suis une fonctionnaire, mais comblée. Et ça veut dire que par d'autres voies, j'ai pu avancer. Et le message, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas ce qu'on veut, mais toujours essayer d'être, j'allais dire, sa meilleure amie et de ne pas voir ce que ça réduit, mais de voir ce que ça modifie en fait en termes de chemin à emprunter pour pouvoir continuer en fait à exploiter son potentiel. La deuxième difficulté que je partage avec vous, c'est le fait d'être femme noire dans un milieu, puisque maintenant j'ai des fonctions qui sont plutôt des fonctions intéressantes, on va dire élevées dans l'administration, et j'en suis ravie, mais où finalement peu de personnes me représentent. Peu de personnes sont des femmes noires, mais je dirais que le sujet, ce n'est pas que d'être femme noire, mais ces femmes issues de la diversité. Alors, entendez-moi bien, j'estime être beaucoup d'autres choses qu'une femme noire. Voilà. J'estime être une professionnelle compétente, comme beaucoup d'autres choses, une collègue. Voilà. Mais c'est dire que ce sujet-là, à un moment, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle place on lui donne. Et moi, je partage avec vous le fait que, passez-moi l'expression, j'ai galéré. D'ailleurs, moi, je ne suis pas partie des gens tout de suite qui ont eu la recette miracle. J'arrive et je sais exactement à quelle place je mets cette question-là. Moi, j'ai cheminé et finalement, en cheminant, je me rends compte aujourd'hui, parce que c'est ça qui est très intéressant dans le fait d'échanger avec vous, ça permet aussi de remettre un peu en mouvement son propre parcours, c'est qu'à un moment donné, la manière dont je posais la question à moi-même, c'était aussi une construction en fait de barrières auto-limitantes. Évidemment, je vous ai dit que je n'étais pas qu'une femme noire, j'étais aussi autre chose, mais comment est-ce que ce sujet-là, on fait en sorte aussi de le prendre à son compte, de ne pas le subir et de ne pas se constituer soi-même des barrières auto-limitantes. Alors, je ne vous dis pas que tout va bien et que le sujet vient uniquement des personnes issues de la diversité et que les autres personnes qui nous entourent n'ont pas de biais, je ne pense pas. Il y a vraiment un sujet extrêmement important sur les biais à voir. Et je finis en fait par quelques suggestions. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix, en fait, cette expérience que je vous livre, de doubler, en fait, ma vie professionnelle d'un engagement associatif. Parce que j'estime aussi que sur cette question de la parité, de l'égalité femmes-hommes, que l'État doit beaucoup. Et je pense que la présence et aujourd'hui le discours extrêmement engagé et concret de Madame la Ministre le montre. Mais la fonction, pour moi, ce sujet avance aussi par des hommes et des femmes qui agissent collectivement. Et donc, je suis devenue membre, puis présidente d'une association qui s'appelle le Club 21e siècle. Qu'est-ce que c'est le Club 21e siècle? C'est un collectif de femmes et d'hommes de toutes origines, donc il y a des personnes d'origine étrangère ou congolaises comme moi, des franco-français qui n'ont pas de lien avec la diversité mais qui estiment que le sujet est important et qui construisent des actions concrètes. Je reprends pareillement, Madame la Ministre, ce que vous disiez, parce qu'il est temps d'agir, donc des actions concrètes pour faire bouger les lignes en matière de diversité et d'égalité des chances au travers de projets. Donc voilà, moi en tout cas, comment est-ce que ce parcours, je le traduis aussi aujourd'hui dans le cadre de cet engagement qui est double et qui complète ma vie professionnelle au sein de la Cour. Et je finis par esquisser en fait trois petites idées que je vous soumets.
c'est cette question de la diversité en fait dans la fonction publique, comment est-ce qu'on la pose? La première chose, pour moi, et c'est vraiment aussi quelque chose que porte le collectif qui est le Club 21e siècle, c'est que c'est un sujet qui apporte à tous, comme la parité. On est aujourd'hui sur la journée du 8 mars, et j'ai cette double conviction, parce que je suis également engagée dans des collectifs d'égalité femmes-hommes, que ce sujet, n'ayons pas peur d'avoir le sentiment qu'on est en train là de quémander quelque chose. Non, on ne quémande pas, on apporte quelque chose. Et on apporte quelque chose d'autant plus important, c'est que pour nous-mêmes, c'est une meilleure reconnaissance, mais je pense que pour les hommes, pour tous les collectifs dans lesquels la parité avance, c'est une vraie plus-value. C'est une vraie plus-value en étant capable d'avoir des complémentarités de points de vue, en étant capable de construire les choses autrement, on est plus efficace. Et là, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais ce que je dis en matière de parité comme ce que je dis en matière de diversité se prouve par les chiffres. Des organismes, des structures qui permettent de donner à cette diversité du genre et des origines toute sa place, sont beaucoup plus performantes que les autres. La dernière petite chose, c'est que c'est pas la petite chose. C'est que tout ça, moi, je pense que c'est essentiel, mais que ça ne naît pas s'il n'y a pas une action volontariste. Et là, je finis sur une action volontariste pour que cette plus-value, on puisse tous la tirer, à la fois les femmes, les personnes issues de la diversité, comme les autres, parce que je pense que tout ça bénéficie à tous. Et peut-être finir sur trois travaux, comme m'y invitait Madame la Ministre, qui sont en cours et sur lesquels je travaille notamment avec Elisabeth Moreno. Un premier sujet, c'est comment est-ce qu'on est capable, dans la fonction publique, de nommer la diversité sans racialiser. C'est-à-dire qu'à un moment aussi, pour avancer sur une question, il faut pouvoir la prendre en charge et l'adresser. Et qu'il y a beaucoup de manières de le faire. Voilà, sans stigmatiser, c'est extrêmement important aussi d'avoir une prudence et d'avoir une prise en compte aussi de l'environnement dans lequel on est. La seconde chose, c'est les rôles modèles. Alors, moi, je vois Leïla, je vois Karine, là, ce sont des rôles modèles. Et le fait qu'à un moment, elles puissent s'exprimer, mais je dirais tout le monde est rôle modèle. À un moment, quand il nous arrive quelque chose et qu'on partage cette expérience, qu'on retourne dans le lycée, quel que soit ce qu'on a fait après, pourvu qu'on soit épanoui et qu'on partage à la fois le fait qu'on soit bien et le chemin qui nous a aidés en fait à y arriver, ça fait bouger les lignes. Ça met en mouvement nos expériences. C'est-à-dire, je trouve que c'est déjà intéressant parce que pour celles qui le partagent, c'est une manière de lui donner de l'ampleur et ça permet aux autres en fait de gagner du temps, d'enrichir leurs réflexions, de partager des questions. Et cette dimension en fait d'incarnation et de rendre visible aussi le fait que dans la fonction publique, il y a 30% d'hommes dans les fonctions importantes, un peu moins maintenant. 30% de femmes, pardon. On arrive à 40. Non, 30% de femmes, mais que ces femmes, elles sont aussi diverses et que ces femmes, elles sont de plus en plus nombreuses. Moi, je pense que c'est important. Et la dernière chose, c'est le mentorat. C'est que je pense aussi que si on est sur un sujet, en fait, où on a des biais, nous-mêmes, je partageais avec vous mes biais modestement, mais aussi ceux qui nous entourent et qui ne sont pas forcément issus de la diversité ou qui ne sont pas des femmes ont des biais. Le mentorat, c'est une magnifique possibilité d'accompagner à la fois des profils pour les faire monter et de faire évoluer les biais et les représentations de ceux qui ne sont pas ça, qui ne sont pas femmes ou qui ne sont pas issus de la diversité. Voilà. Alors, vous voyez ce que dit Laetitia d'abord est très, je crois, pertinent et résonne complètement avec un certain nombre de réformes que moi je porte. J'ai annoncé hier, mais si elle le sait, c'est un projet qu'on nourrit depuis maintenant quelques temps, qu'on nomme auprès de ce qu'on appelle le système interministériel, en gros, soit à mon niveau directement, soit auprès du Premier ministre, une directrice ou un directeur de la diversité. Pour dire que ce n'est pas un truc qu'on fait le 8 mars pour parler des femmes et puis un autre jour dans l'année qu'on n'a pas encore défini pour parler du reste, et que ce ne soit pas juste un sujet administratif de remplir des nombres. Je pense que Laetitia a très bien dit, la diversité, ce n'est pas qu'une question, d'abord, il ne faut pas mettre les gens dans des cases, il ne faut pas que ce soit stigmatisant. En même temps, c'est intéressant à suivre, pas uniquement, je l'avais dit sur la parité, pour faire des diagnostics. Ça nous fera une belle jambe quand on dira on n'est pas assez divers. Bon, la question, c'est comment ensuite on avance, comment on fait des choses concrètes. Et donc, vous voyez, ce matin encore, on était avec le président et le Premier ministre à réfléchir à notre réforme de la haute fonction publique. C'est un sujet sur lequel, dans quelques semaines, on va prendre un certain nombre de décisions très fortes. Et dans ces décisions, il y a effectivement que professionnaliser le recrutement, suivre les différents biais,
s'assurer que les postes sont publiés de manière transparente, permettre à chacun de se positionner, de se projeter, peut-être d'essayer peut-être des choses qui ne vont pas marcher tout de suite, mais de se dire, voilà, je me teste moi-même pour voir jusqu'où je peux aller. C'est des choses qui sont très importantes. Et donc, ce poste de directeur ou directrice de la diversité, c'est quelque chose qui est pour moi essentiel pour que tout ce que vient de dire Laetitia soit crédibilisé. Et qu'il y ait quelqu'un dont la mission, toute l'année, tous les jours de l'année, soit de s'assurer que sur ces questions, on a un index diversité qu'on est en train de réfléchir. On a des ministères qui sont labellisés diversité, qui ont, vous voyez, l'AFNOR, donc c'est un système de notation externe qui vient chaque année voir dans les ministères si les choses sont faites pour que chacun ait sa chance. Ça fonctionne vraiment. Alors, je vois qu'il y a 2 questions, Emeline Weber et Laure Gervasoni. Oui, bonjour, merci Madame la Ministre, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend très bien. Emeline Weber, du coup, je suis une des élèves de l'IRA qui assiste à cette rencontre et donc je vous remercie vraiment de cette invitation. Je réagis à ce moment-là parce que ce qui fait que je suis à l'IRA aujourd'hui et ce qui a beaucoup construit mon parcours jusqu'à présent, c'est principalement le secteur associatif. Vous le mentionniez, Madame Eloué, du coup, je réagis à ce moment-là puisque j'étais engagée dans des assos de jeunes. Notamment dans une association qui s'appelle la Jeunesse ouvrière chrétienne et qui travaille avec les jeunes dans les quartiers populaires et ouvriers. Alors, je ne viens pas d'un quartier qui était ni ZUP ni REP, mais j'ai pu croiser dans mon parcours un certain nombre de ces problématiques. Donc, j'ai beaucoup évolué au sein de cette association. Et la particularité dans cette association, c'est qu'à aucun moment, on ne candidate pour des postes à responsabilité. Alors, je ne dis pas que ça doit être ça la fonction publique, mais par contre, ça a été une vraie chance pour moi et pour aussi des amis dans cette association de pouvoir avoir des responsabilités alors qu'on n'était pas forcément à ce moment-là de nos vies dans je me la raconte, je suis en avant, je suis capable. Voilà, on ne le savait pas, mais des gens avaient confiance en nous et nous ont permis d'avoir cette chance-là. Alors peut-être que les classes talents, c'est aussi une manière de dire ça, en plus de certains critères évidemment, mais voilà, ça me semblait important de pouvoir le dire et ce parcours, ça m'a amené à occuper un mandat pendant 5 ans. Donc, de représentation de mon association et du Forum français de la jeunesse plus largement au sein d'une institution qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. Et donc, ça a été une expérience très, très, très riche, absolument intéressante. J'ai travaillé beaucoup sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, notamment. Et en fait, j'ai décidé alors que 5 ans avant, j'avais passé le concours des IRA en externe parce que j'avais les conditions de diplôme, j'ai décidé de présenter le concours en 3e concours. Alors, dans une branche très différente que ma collègue Patricia qui a parlé juste avant, pardon. Mais ça a été pour moi l'occasion de valoriser mon parcours et associatif et aussi un petit peu institutionnel à travers ce mandat. Mais une manière de pouvoir ne pas mettre en avant ce que j'avais pu acquérir dans mon parcours, alors non pas Sciences Po, mais université de droit, donc on ne s'éloigne pas énormément du profil type, mais voilà, de pouvoir mettre en avant ça. Et j'avais peut-être quelques points très courts. Du coup, dans ce que vous disiez, Madame la Ministre, il y a effectivement l'idée réelle que la fonction publique, elle recrute au mérite. Et effectivement, il y a tout un enjeu aussi dans la manière de pouvoir présenter les épreuves. Et à titre d'exemple, on a pu repérer avec mes camarades et puis au sein de l'IRA et des IRA que finalement, à travers la réforme du concours des IRA, eh bien, l'instauration du QCM a fait que, en fait, il y a des résultats moins bons chez les femmes qu'auparavant. Alors, je ne pense pas qu'il y a eu particulièrement une incompétence des femmes en 6 mois, mais par contre, on voit aussi que même dans la manière de recruter, il y a des éléments qui font que les femmes sont plus dans l'autocensure ou pas, et donc voilà, un élément qui peut être à la réflexion également dans les futurs recrutements, et que vous ayez ça aussi en tête en tant que jeune, voilà, en construction de votre parcours, c'est que parfois aussi, les épreuves ne vous permettent pas de mettre en avant les talents que vous avez pu avoir, développer au sein soit de vos quartiers, de vos lycées. Et donc, aussi se dire, ce n'est pas forcément ma faute, je n'ai pas assez travaillé, mais la fonction publique, elle change, elle s'ouvre, mais il y a des fois où ça ne fonctionne pas encore, et c'est ça aussi l'enjeu de cette rencontre.
Et un dernier élément, moi je pense que c'est important pour que les femmes elles occupent des postes, au sein de la fonction publique d'État, mais enfin, d'autres postes, on va dire prestigieux, c'est qu'elles puissent y trouver leur place et être dans un climat qui est serein et qui est libre au maximum possible, humainement, d'un certain nombre de violences, de propos qui sont parfois dérangeants et qui peuvent faire en sorte que les femmes, elles s'excluent de certains lieux de responsabilité. Et je pense que c'est un vrai enjeu, que ce soit au sein de notre formation à l'IRA et puis au sein de peut-être d'autres lieux, de pouvoir développer ces actions-là pour que, aussi en tant que futur cadre, une fois qu'on intègre l'IRA ou même d'autres formations, eh bien, on puisse être armé et accompagner ces questions de violence que subissent une partie des femmes. Alors non pas dans le pessimisme, au contraire, pour permettre à chacun et chacune d'être dans un climat serein de travail, ce qui, je pense, est la condition de réussite pour être dans l'épanouissement que vous décriviez à l'instant, Madame Hello. Alors moi, avant de laisser la parole, j'ai 3 choses que j'ai remarquées dans votre discours, à la fois de fond et de forme. Il y a une chose qui est totalement un élément de l'autocensure et de ce qu'on s'empêche nous-mêmes à faire. Vous avez dit, je n'ai pas voulu prendre des responsabilités parce que je n'étais pas à cet âge-là dans « je veux prendre de la place », vous avez même dit « je me la raconte ». Je pense qu'il faut qu'on arrive à détacher collectivement de notre tête qu'avoir une responsabilité, c'est moins une question de statut que de service. Avoir une responsabilité, c'est d'abord avoir la responsabilité de faire des choses. Ce n'est pas pour avoir une médaille, un galon, monter sur un podium. Vous savez, avoir des responsabilités dans la fonction publique, c'est d'abord avoir la responsabilité de servir avec beaucoup plus encore de charges, sont payés les autres. Et donc moi, je voudrais qu'on retienne toutes, si on peut, que le statut, avoir des responsabilités, c'est moins une question de statut que de service. Et derrière l'enjeu du service, il y a l'enjeu du sens. Pourquoi on prend des responsabilités ? Parce qu'on a envie d'avoir un impact, parce qu'on avait changé les choses. Moi, je peux vous raconter mon parcours de vie personnelle. On a chacun le nôtre. Moi, j'ai grandi dans une famille où ma maman était fille d'agriculteur et mon papa directeur d'usine. Et donc, on a déménagé. Tous les 3 ans, on faisait les cartons, on ne faisait pas les cartons. Bon, et moi, je me suis engagée très jeune pour travailler. J'ai eu des enfants très jeunes. J'avais 3 enfants à 28 ans. La nature m'a bien aidée. J'ai eu des jumeaux, vous voyez. Donc, j'étais une mère de famille qui travaillait à plein temps. C'était quelque chose qui, pour moi, était important. Et puis, un jour, moi, je me suis dit, j'aimerais bien servir mon pays. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Les concours administratifs à la sortie de mon école de commerce, j'avais réfléchi, mais en fait, non. Et puis, un jour, le président de la République, à ce moment-là, était candidat, dit, voilà, je cherche des gens qui peuvent envoyer leur CV, qui ont envie de servir leur pays pour devenir député. Si j'avais vu d'abord le sujet, vous voyez, du statut, de la médaille, du podium, j'aurais probablement pas envoyé mon CV. J'ai envoyé mon CV parce que je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de faire des choses qui sont utiles, par le service et par le sens. Et c'est une grande responsabilité, parce que quand vous présentez devant les électeurs, je peux vous dire que c'est une responsabilité, ils vous confient un mandat. Ça, je pense que c'était intéressant parce que vous l'avez dit vraiment très spontanément, mais je pense que c'est un des moteurs de notre auto-limitation. Deuxième chose, vous avez dit sur la revue des épreuves, moi je suis totalement d'accord avec vous, on est en train là de faire un travail qu'on a initié et que j'aimerais qu'on finisse d'ici la fin de l'année pour regarder ce qui permet d'ouvrir le champ du mérite et du talent et inversement ce qui est stigmatisant ou discriminant. Voilà, je vous donne un exemple. Je pense que la culture générale, si c'est une épreuve qui permet à chacun de montrer comment il réfléchit, ce n'est pas du tout une épreuve qui est socialement discriminante. Là où par exemple l'anglais peut le devenir. Parce qu'on peut tous apprendre l'anglais dans une école si on a des heures d'anglais. Inversement, si on vous sélectionne parce que vos parents ont pu vous envoyer plusieurs fois en échange linguistique, et puis aux États-Unis, puis en Angleterre, et puis ça, c'est par exemple quelque chose que je voudrais qu'on regarde. Et puis enfin, vous avez parlé de travailler dans un climat serein. On a mis en place par la loi, et c'est maintenant effectif dans tous les ministères depuis le mois de mars, des cellules de signalement, à la fois des violences sexuelles et sexistes, mais aussi de toutes les discriminations. Je pense notamment aux discriminations fondées sur l'origine, la culture, la religion. On a aussi ajouté les femmes enceintes, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un élément de discrimination en fait, qui était en fait assez développé. Et on a mis en place ces cellules de signalement hors de sa hiérarchie. Parce qu'avant, on avait un truc où vous pouvez signaler à son chef. Enfin, si le problème c'était le collègue ou le chef lui-même, c'était devenu très compliqué. Donc ça, depuis le mois de mars, on a dans tous les ministères, dans toutes les organisations publiques, un système pour que ça soit signalé à des gens dont c'est le métier, entre guillemets. Et ça a pour but de créer un environnement plus serein.
Est-ce que Laetitia a une réaction? Je crois que sinon il y a aussi Laure Javassoni, donc peut-être... Peut-être prendre l'autre, s'il vous plaît. Alors. Bonjour mesdames, vous m'entendez bien? On vous entend. Ok, parfait. Je me présente, je m'appelle Laure Javassoni, je suis en double diplôme en licence en management à l'IAE de Lyon et en langue étrangère appliquée anglais-italien à l'université Jean Moulin de Lyon 3. Je voudrais rebondir en fait sur ce dont vous avez parlé, mesdames, en ce qui concerne justement l'information, en tout cas le manque d'information, d'accès en fait à toutes les fonctions publiques, donc que ce soit de la haute fonction ou que ce soit dans nos mairies, sur les territoires, etc. Il y a, c'est vrai, un problème d'autocensure, mais je trouve aussi que l'accès justement à cette information, il est assez compliqué dans les zones plutôt rurales, parce que je viens d'une zone rurale à l'origine, et j'aimerais vous demander, comme vous parlez de passage à l'action, quelle autre action vous proposez, autre que justement ces témoignages de rôle modèle, qui est une très très bonne idée. Qu'est-ce que vous proposeriez d'autre justement à tous les organismes d'éducation, que ce soit les lycées ou que ce soit quand bien même les écoles, les universités, pour tout ce qui est candidature aux classes préparatoires ou en tout cas au concours? Alors, il y a un dispositif qui s'appelle les cordées de la réussite. Les cordées de la réussite, aujourd'hui, on a à peu près 125 000 collégiens et lycéens qui sont encordés, comme on dit. Notre objectif, c'est qu'il soit 200 000 d'ici 2022. Donc 200 000, ça veut dire un quart d'une génération. Ça veut dire qu'un quart d'une année, parce qu'il y a 800 000 jeunes par année en gros, 800 000 jeunes de 2000, de 2001, bon, donc il y a 200 000 jeunes chaque année qui bénéficient d'une cordée de la réussite, c'est à partir de la 3e. Et le but, c'est que des étudiants de l'université, d'une école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une école de service public maintenant, aillent ouvrir les horizons, ouvrir le champ des possibles, aider aussi à faire des choix d'orientation, comme le disait Leïla, en se retirant tous les biais de non, mais ici on ne fait pas ça, on n'a jamais vu, on ne sait pas comment ça marche, etc. Les cordées de la réussite, c'est vraiment un programme qui est majeur pour aider à faire ça. L'autre enjeu, c'est le service national universel. Que tous ceux qui bénéficient de ce service national universel, ils aient aussi à ce moment-là plus d'informations sur les filières, sur vers qui se tourner pour poser des questions, sur les métiers aussi, parce que les métiers, moi j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez voyé ce que sont les 100 tons de Provence, j'ai l'impression qu'on a une vision un peu romantique, vous savez, de la fonction publique. Il y a, alors le gendarme, il existe encore, vous voyez à côté de moi, enfin, le spécialiste du numérique public, moi j'avais entendu parler, le spécialiste de la protection des données, ce n'est pas des métiers dont on sait même qu'ils existent. Aujourd'hui, on a dans les collectivités territoriales des gens qui ont des métiers très liés à l'énergie, à la gestion des déchets, à l'hydrogène, à la transition écologique. Moi, j'ai rencontré plein de jeunes et de moins jeunes qui font ces métiers-là. Personne ne sait que ça existe. Donc, ces moments-là de rencontre avec les jeunes, ils sont majeurs. Cordée de la réussite, service national universel. Et après, moi, mon ministère, je finance plein d'associations, parce que je pense qu'on a aussi à travailler avec des partenaires. L'État, il ne marche pas tout seul, il marche avec les collectivités, mais il marche aussi avec le monde associatif. Je pense à des associations comme Article 1, qui fait notamment du tutorat, du mentorat, comme Chemin d'avenir, qui s'adresse notamment plutôt aux lycéens des zones rurales, comme la Cordée, et là c'est des hauts fonctionnaires qui interviennent notamment dans les lycées, comme l'association des anciens des IRA, par exemple, extrêmement mobilisée sur ces questions aussi de rendre et de faire savoir à d'autres. Donc moi, je finance ces actions-là, parce qu'il faut être très honnête, là aujourd'hui je suis avec vous, mais je ne suis pas forcément la meilleure messagère. Les gens, ils regardent la ministre, j'ai beau être sympathique et souriante, ils disent ça c'est la ministre, je ne serai jamais ministre. Moi je pensais ça, je n'ai jamais imaginé être ministre. Donc bon, donc recréer aussi un lien de proximité, une capacité d'identification, c'est très important. Donc ça c'est toute son action concrète. Après on est en train, vous savez, de travailler avec les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu que Hugo Décrypte, Hugo Travers a fait une émission dédiée au métier de la fonction publique. On fait ça là, je fais des petites vidéos aussi de montrer des visages des métiers. Mais peut-être que le club 21e siècle a aussi un rôle, par exemple, dans cette mécanique-là. Alors, j'allais parler, en fait, je disais, le club, c'est la dimension justement d'être dans le concret et d'agir. Et nous, on a un programme de mentorat. Donc, je parlais de ce sujet, en fait, d'être femme issue de la diversité. La synthèse de tout ça, c'est que c'est un double plafond de verre. Et donc, on organise un programme de mentorat, en fait, avec
des mentors du club de toute origine, ça je tiens à le dire. Il y a des hommes, des femmes, et je trouve que la place des hommes pour faire avancer la question de la parité, de l'égalité femmes-hommes, elle est essentielle. Si on dit que ça profite à tous, y compris aux hommes, c'est voir comment est-ce qu'on les inscrit dans cette dynamique-là. Donc nos mentors sont également des hommes, de personnes de toutes origines, ici d'origine étrangère ou des franco-français, qui accompagnent ces jeunes femmes qui ont ce point commun d'être femmes et issues de la diversité, avec l'idée en fait que pour dépasser une question, pour s'émanciper d'une question, il faut déjà pouvoir la formaliser, la reconnaître, et que c'est souvent une question qui fait l'objet d'un déni dans les univers professionnels dans lesquels sont ces femmes et vis-à-vis de ces femmes elles-mêmes. Donc c'est un programme de mentoring extrêmement simple en termes de conception, c'est dire on ne vous réduit pas à ce que vous êtes, être femme asiatique ou femme maghrébine, mais on sait que ce sujet-là, à un moment donné, représente aussi un enjeu professionnel, un enjeu d'épanouissement. On n'est pas tous obligés d'être des patronnes du CAC 40, mais pour celles qui ont une ambition aussi d'aller plus loin, plus elles avancent et plus c'est une question. Donc, ce programme, c'est pouvoir poser toutes les questions professionnelles qui sont assez classiques, mais pouvoir dire aussi que cette question de ce qu'elle représente en tant que femme issue de la diversité, on lui donne toute la place qu'elle peut donner. Et voilà, je me permets de partager avec vous les résultats, parce qu'on travaille avec le laboratoire de l'EDEC, donc la grande école de commerce, et des résultats qui sont assez puissants, puisqu'à la fin de ce programme, moi je suis marraine, j'accompagne tous les ans des jeunes femmes, et c'est, quand je vous disais tout à l'heure que c'est formidable, parce que ça permet un partage, et ça permet aussi de lever les biais que les gens ont les uns sur les autres. Et je peux vous dire que ce n'est pas parce qu'on est issu de la diversité qu'on n'a pas de biais sur la diversité. Hein. Donc, dans les biais, soyons ouverts et partons du principe qu'on a tous à progresser là-dessus. À la fin du programme, 90% de ces femmes estiment qu'elles ont trouvé les moyens de briser le double plafond de verre. Et 90% de ces femmes estiment qu'elles ont accru de manière significative leur leadership. C'est un programme du club, donc on en parle aujourd'hui, mais moi je pense que c'est aussi plus largement une source d'inspiration sur un dispositif, moi je vous le disais tout à l'heure, qui moi me semble intéressant, c'est que pour bouger sur une question qui évidemment a des aspects concrets, mais touche aussi aux représentations, c'est comment est-ce qu'on construit des systèmes qui embarquent tout le monde. Évidemment, il y a la place de la DRH, mais je pense que dans une institution, si seule la DRH, elle a le faire, évidemment, elle a un rôle essentiel, se préoccupe de l'égalité femmes-hommes ou de la diversité. Et si ça n'est pas intégré au niveau de l'ensemble des managers et au plus haut sommet, si ça n'est pas intégré sur d'autres aspects que les RH, mais aussi les aspects de communication interne, comment est-ce qu'on se représente comme collectif en fait, de travail au sein de nos organismes de communication externe, comment est-ce qu'on représente l'image de l'institution dans laquelle on travaille. Il y a vraiment cette dimension de comment est-ce qu'on l'aborde de manière globale. Et donc le club, mais comme d'autres associations, notre rôle, c'est aussi de pouvoir proposer des outils concrets. Donc là, j'en avais commencé à discuter avec Madame la Ministre d'un pacte d'engagement en matière de diversité. On pourra le lui présenter, on pourra échanger là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir un outil en fait, qui permet d'identifier, alors non pas de manière exhaustive, mais un outil vraiment extrêmement pragmatique. Les principaux sujets en fait, qui pris en charge permettent d'accélérer la diversité. Et en partant du principe que ces différents sujets, on doit aussi avoir la préoccupation que pour que tous les sujets, le sujet qu'on aborde là, l'égalité femmes-hommes, l'autocensure, on puisse passer ce plafond de verre. Déjà, ça ne peut se faire que collectivement et ça ne peut aussi se faire que sur la base en fait, d'une conception qui embarque tout le monde, embarque la fonction publique, embarque les grands groupes. Et moi, j'ai une vraie préoccupation. Quelqu'un parlait de la ruralité, mais au-delà de la ruralité, sur les TPE-PME. C'est-à-dire que cette question-là, si à un moment on n'arrive pas à trouver aussi les moyens d'embarquer ceux qui sont les principaux employeurs, c'est à la fois que dans les faits, dans les chiffres, on n'est pas bon, et que ces principaux employeurs, ils sont aussi en fait des pourvoyeurs d'image de la femme et d'image du collectif que nous sommes en tant que nation. Alors, tout ça est très, très juste. Et c'est moi, souvent, je dis, vous savez, c'est pas parce que la ministre signe un texte sur l'égalité des chances, la parité, la diversité, que ça va se passer. Chacun est responsable, alors parfois par ses recrutements, parfois par ses promotions, parfois par ses encouragements, parfois par ses engagements associatifs, de quelque chose qui nous dépasse. Alors, on passe maintenant à un sujet peut-être encore plus au cœur dans l'autocensure, c'est faire un métier d'homme quand on est une femme. Et en fait, montrer que ça peut être un métier de femme. Tout à fait. Merci, Madame la Ministre, de cette ouverture, parce qu'effectivement, il n'y a rien qui m'agace plus que d'entendre que je fais un métier d'homme.
Je ne fais pas un métier d'homme, je fais un métier d'autorité, ce qui est déjà totalement différent. Alors, pour me présenter en 2 mots, donc moi je suis colonel de gendarmerie, j'ai 46 ans, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que je sers dans cette institution. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Je ne suis pas issue des grandes écoles militaires, puisque moi je suis juriste de formation. J'ai fait, puisque je suis déjà de l'ancienne génération, une maîtrise en droit public. Et finalement, le parcours qui est le mien et que je vais vous relater en quelques minutes, il est à la fois un parcours très typique d'un officier de gendarmerie et très atypique dans certaines fonctions ou responsabilités que j'ai pu exercer. Très typique parce que, naturellement, un officier de gendarmerie, il a un parcours qui va alterner, en tout cas de par le recrutement qui est le mien, à la fois des postes en unité opérationnelle et des postes soit en interministériel, soit en administration centrale, donc essentiellement à la direction générale de la gendarmerie, ce qui a été mon cas, puisque moi je suis rentrée en gendarmerie en 1999 pour le service national, puisque je fais partie de ces dernières générations qui ont dû faire le service national en gendarmerie. J'ai passé le concours des officiers de la gendarmerie, de l'école des officiers. Il y en a une en France, elle est basée à Melun. Et donc, après mon service de 18 mois, j'ai passé ce concours. J'ai suivi une scolarité de 2 ans et j'ai rejoint, en sortie de l'école, le terrain dans l'Essonne, où j'ai pu servir pendant 3 ans comme lieutenant. Donc, j'ai appris le travail de terrain dans une compagnie de gendarmerie départementale. Donc, ça correspond, d'un point de vue de la carte administrative, à un arrondissement, à une sous-préfecture. Donc, une compagnie à une très forte activité où, effectivement, là, l'autocensure n'existe pas, hein, parce que moi, je suis arrivée en 2002, un 1er août. Au bout d'une semaine, on m'a dit le chef est en vacances, le second part en vacances et pendant 3 semaines, tu vas gérer les 222 militaires du terrain toute seule. Et donc, à partir de là, il faut… c'était devenu un métier, quoi. C'était devenu un métier, il faut apprendre en marchant. Donc là, il n'y a pas de question d'homme ou de femme, il y a une question que c'est vous le chef et que tout le monde se retourne vers vous à n'importe quelle heure du jour et de la nuit en disant lieutenant, comment on fait? Comment on fait? On va faire comme vous faites d'habitude. Ah oui, mais je ne sais pas comment on fait d'habitude, je suis tout nouveau. Ah vous inquiétez pas, on va chercher, on va trouver la réponse et ça va bien se passer. Donc, j'ai appris le métier un petit peu comme ça. Sur le terrain, j'ai commencé à travailler sur un sujet qui, depuis, ne m'a plus quitté, un sujet qui me tient à cœur, c'est la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, ce qui m'a valu effectivement en 2005 de partir au ministère de l'Intérieur, mais j'y reviendrai. J'ai passé 4 ans au ministère de l'Intérieur avant de repartir sur le terrain, et vous voyez cette bascule et cette diversité de parcours que l'on peut avoir en gendarmerie. Je suis repartie cette fois pour commander une compagnie de gendarmerie départementale. J'ai quitté la plaque parisienne pour partir dans le nord de la France. J'ai commandé la compagnie de Cambrai pendant 3 ans avant de passer le concours de l'école de guerre, puisque la particularité des armées et de la gendarmerie, qui est une force militaire, c'est de pouvoir, au fur et à mesure que la carrière se déroule, pouvoir passer un certain nombre de concours, d'examens ou suivre un certain nombre de formations qui vous permettent soit d'orienter votre carrière, soit de pouvoir vous spécialiser, créer une expertise particulière sur un certain nombre de domaines. Et le concours de l'école de guerre, alors le gendarme ne fait pas la guerre, mais cette formation qui est une formation interarmée permet de former les futurs cadres des armées françaises en apprenant le travail en interopérabilité, en interarmée, à la fois au niveau national, mais également au niveau européen ou au niveau international. Donc, j'ai été à l'école de guerre pendant 1 an et puis j'ai rejoint la direction générale de la gendarmerie où j'ai été en charge pendant presque 3 ans de toute la politique de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes. Donc, un travail, je dirais, d'administration centrale un peu particulier avant de prendre un poste sur lequel je reviendrai très vite, qui a été en février 2016 la mise en place du premier poste à plein temps de porte-parole de la gendarmerie, fonction que j'ai exercée pendant 2 ans et demi, jusqu'à aller prendre le poste que j'occupe actuellement, qui est un poste de commandant de groupement. Donc la commandante de groupement, c'est celle qui commande tout un département. Donc je sers pour la 2e fois dans ce territoire que j'aime beaucoup, qui est le territoire de l'Essonne, le département de l'Essonne.
Et donc, à l'heure actuelle, je commande 745 gendarmes d'active et 420 réservistes opérationnels. Ça, c'est finalement un parcours classique d'officier de gendarmerie avec à la fois des postes en administration et des postes sur le terrain. Et puis, j'ai un parcours qui est atypique parce que j'ai eu la chance et l'opportunité de servir dans 2 postes particuliers. Le premier, je vous le disais, au ministère de l'Intérieur, où j'ai pu intégrer une structure qui s'est créée en 2005 qui s'appelait et qui s'appelle toujours la délégation aux victimes, et qui avait vocation à gérer toute la politique du ministère de l'Intérieur sur l'aide aux victimes, victimes d'infractions, et notamment sur cette fonction. J'ai notamment pu travailler sur la prévention et la lutte contre les violences faites aux femmes, et notamment avec un commandant fonctionnel de police, nous avons été celles qui avons créé l'étude sur les morts violentes au sein du couple, ce que maintenant on appelle l'étude sur les féminicides, qui avait révélé en 2007 qu'une femme en France décédait tous les 3 jours sous la violence de son partenaire de vie. Donc ça a été une expérience assez incroyable pour la jeune capitaine que j'étais à l'époque. Et puis le deuxième temps fort de mon parcours, c'est effectivement cette fonction de porte-parole qui là a fait exploser en moi à la fois tous les syndromes d'illégitimité, le plafond de verre, l'autocensure, parce que là, quand vous êtes désigné par le directeur général et que très vite vous devez aller sur les plateaux télé quasiment sans aucune formation, dans le cadre des vagues d'attentats, pour l'ouragan Irma, pour l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes, pour des affaires judiciaires aussi médiatisées que le meurtre de la petite Maëlys, ou malheureusement l'attentat de Trèbes avec la mort du colonel Beltrame. Voilà, on est sur quelque chose qui fait qu'il n'y a plus de question de on est un homme ou on est une femme, on est en responsabilité de porter la parole d'une institution qui est forte de 130 000 hommes et femmes. Et donc à partir de là, effectivement, on n'a plus tellement à se poser la question sur fait-on un métier d'homme ou un métier de femme. En tout cas, on fait un métier au service du public, un métier de protection, et surtout un métier de conviction. Alors voilà en 2 mots le parcours qui est le mien. Et effectivement, juste pour revenir sur cette idée que effectivement le ministère de l'Intérieur en général et les forces de sécurité intérieure en particulier sont souvent des domaines de la fonction publique qui font très peur aux femmes. Elles font très peur aux femmes parce que moi je fais beaucoup d'interventions dans des réseaux féminins. Je suis au conseil d'administration de l'association Femmes de l'Intérieur. Je fais beaucoup d'interventions également au profit de publics plus jeunes. Et à chaque fois, j'ai à peu près les mêmes questions, c'est-à-dire est-ce que finalement on est respecté dans les métiers des forces de sécurité intérieure en tant que femme? Est-ce que l'on peut concilier vie familiale et vie professionnelle? Est-ce que finalement ce sont des métiers qui permettent de tout obtenir sans avoir besoin de faire de choix? Voilà, toutes ces questions sont souvent les questions qu'on me pose, et c'est vrai qu'il faut partir du principe que tout est possible à partir du moment où on est motivé et on se donne les moyens de se mettre au service de la collectivité. C'est le rôle du chef, c'est le rôle de la chef, notamment quand on est un chef militaire. L'autorité, si vous prenez la signification de ce mot d'un point de vue étymologique, c'est faire grandir. Et un chef, comme un manager, il est là pour faire grandir ses personnels, ses subordonnés, ses collaborateurs. Il est là pour leur donner la mission, leur donner le sens de l'action, leur donner les moyens. Et finalement, ça, c'est quelque chose qui n'est pas inné, c'est quelque chose qui s'apprend. L'autorité, c'est avant tout le commandement dans un milieu militaire comme le mien, et le commandement, ça s'apprend. Et si les hommes arrivent à l'apprendre, je vois pourquoi les femmes ne pourraient pas l'apprendre. Moi, en tout cas, je l'ai appris. Donc, ce sont des métiers quand on prépare les concours de la fonction publique, comme moi, qui, avec une maîtrise en droit public, bien évidemment, m'orientais tout naturellement vers les concours de la fonction publique à l'époque. Ce sont des métiers dans lesquels on peut avoir 1001 parcours, 1001 vies, où l'on peut en permanence se remettre en question, sortir de sa zone de confort, prendre des responsabilités, comme le disait Madame la Ministre, non pas
pour avoir juste le pouvoir, mais pour se mettre en avant, mais juste et surtout pour apporter sa pierre à l'édifice collectif, pour faire bouger les lignes. Et puis pour apporter un maximum de ce qui est de notre mission au profit de la population, puisque la gendarmerie, sa mission première, c'est de protéger la population. Elle n'existe que pour ça et elle existe depuis 9 siècles. Donc j'espère que nous réussissons au moins dans cette mission-là. Et alors, juste que vous sachiez, moi, la colonelle Karine Lejeune, j'ai une relation assez particulière avec elle parce que moi, je suis élue de l'Essonne. Et donc, vous avez été nommée quand, chère Karine ? 2018, été 2018. Été 2018. Moi, ça faisait juste un peu moins d'un an que j'étais députée. Et on s'était rencontrés dans votre bureau à Évry. Et depuis, je dois dire que le département de l'Essonne vous donne beaucoup de travail. Mais je pense aussi qu'on a fait beaucoup de progrès sur beaucoup de choses. Au-delà de ce qui... Bon, bien sûr, il y a toujours des événements malheureusement très dramatiques, mais il y a aussi beaucoup de choses très positives, notamment un dialogue, je crois, entre la police et la gendarmerie qui a beaucoup progressé. Et voilà, le travail de terrain se fait très, très bien. Est-ce que dans les dernières minutes, vous avez encore des remarques, des questions ? Moi, j'aimerais vous dire que les métiers du régalien, donc les métiers du ministère de l'Intérieur, les métiers de l'administration pénitentiaire, les métiers du droit, de la magistrature, les métiers évidemment des armées et de la défense sont des métiers où là on cherche des femmes. Autant dans tous les autres il y a des femmes et on se dit qu'on n'a pas de bonnes excuses pour ne pas en nommer au poste de responsabilité, autant dans ces ministères, si on en avait plus au départ, ça aiderait beaucoup à ce que la promotion se fasse de manière plus paritaire. Alors Lamia. Alors, je suis de retour pour mes questions. Donc, encore désolée pour la vidéo. Déjà, je tiens juste à dire que c'est hyper enrichissant de tous vous écouter. Personnellement, ça me motive énormément. Donc, je suis contente d'être là aujourd'hui. Alors, j'ai 2 petites questions pour la colonelle et après, ce sera pour la ministre. Du coup, je dis tout et après, vous me répondrez. Déjà, je trouve ça... En fait, je vous comprends totalement. Personnellement, je n'ai pas le... Comment dire ? Je suis un peu stressée. Mais en fait, je voudrais savoir comment vous avez quand même réagi parce que je pense qu'il dans un métier comme le vôtre, vous avez dû peut-être parfois être... Pour mon expérience personnelle, en fait, moi, je suis actuellement... c'est pas du tout la même chose, mais je suis arbitre de foot, donc pour les masculins et féminins, et je sais que quand je me prends des critiques, c'est hyper difficile d'encaisser. Donc, j'imagine même pas dans un métier comme le vôtre, où vous êtes continuellement, moi c'est une passion, c'est pas un métier même si je suis payée, mais je sais que ça peut être hyper compliqué en fait et difficile à apprendre et même l'autocensure est quasiment tout le temps présente, donc je sais que parfois ça peut être difficile, donc j'aimerais savoir comment à long terme vous avez quand même réussi à pouvoir vous affirmer, même si vous l'avez très bien expliqué, mais c'est vrai que même si on nous conseille constamment, on nous écoute. Même par exemple moi pour le niveau arbitre on a toujours des gens qui nous soutiennent, mais c'est vrai que des fois on se dit mais mince je vais pas y arriver, mais on m'a dit ça, comment je vais faire? Et donc ça c'était pour ma petite question. Et du coup pour la ministre c'est des questions un peu plus techniques. J'en ai 2. Alors moi j'ai entendu, parce que je m'intéressais au concours, et j'ai entendu il y a pas longtemps que après peut-être que c'est une fake news, mais que la catégorie C serait amenée à disparaître. J'ai vu ça, donc je me suis dit je sais pas si c'est... Ça, c'est fake news. Il y a une catégorie A, B et C. Il y a des concours à chaque fois. On peut aussi intégrer la catégorie C directement en travaillant, en étant recruté, puis en faisant ses preuves et en étant à ce moment-là intégré. Il y a évidemment beaucoup de gens aujourd'hui qu'on recrute par contrat, CDD ou CDI, sans les concours aussi, dans beaucoup de services publics. Donc, il n'y a pas de disparition prévue. Je crois avant que la colonelle réponde, je vois qu'il y a Dolis qui est à l'IRA de Metz qui... souhaitais aussi intervenir. Oui, bonjour Madame la Ministre, bonjour Mesdames, bonjour à toutes. Je suis Dolis Bétuma, je suis en classe préparatoire intégrée à l'IRA de Metz et j'avais une question qui vous concerne toutes en fait, sur le leadership et le leadership féminin. Vous, Madame, dans ce métier dit masculin, comment s'articule votre leadership féminin, parce que c'est pas le même qu'un homme, mais comment vous arrivez vraiment à vous affirmer en tant que leader, vous toutes, Alors, on va laisser la colonne répondre, parce que comme elle a du leadership naturel, elle va nous donner beaucoup d'idées. Alors, déjà, je vais répondre à Lamia sur sa question. Merci, Lamia. Alors,
effectivement, j'ai passé effectivement toute la première partie de ma carrière où j'ai entendu que les femmes étaient incongrues en gendarmerie, que bien évidemment, je n'avais pas ma place, que j'étais là parce qu'il fallait des quotas. Enfin bon, je passe ces difficultés. En fait, moi, je suis toujours partie de deux principes. Le premier principe, c'est que ça vous plaise ou non, les hommes feraient avec moi. Et à partir de là, quand vous partez de ce principe-là, vous êtes déjà libéré à la fois du poids que peut représenter votre présence, qui est souvent la seule présence féminine dans un monde exclusivement masculin, et sur finalement le regard des autres, et notamment le regard des hommes sur vous. Donc voilà, que ça leur plaise ou pas, ils feront avec moi et ça se passera bien. En tout cas pour moi, oui, et pour eux, soit ça se passe bien, soit ils ont du mal à l'accepter. Donc ça c'est effectivement une première chose. Donc ça c'était effectivement sur la première question, mais du coup j'ai oublié le leadership. Le leadership. Alors du coup je viens sur le leadership directement. Sur le leadership, je ne sais pas s'il y a un leadership au féminin. Moi, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas que j'ai un mode de commandement qui soit un mode de commandement féminin. Pourquoi ? Parce que quand j'interroge mes subordonnés, mes collaborateurs directs, ils me disent, ou ils disent à celles et ceux qui leur posent la question, mais nous, on ne voit pas un homme ou une femme, on voit un chef, on voit une chef. Ce que dans le milieu militaire, mais ça peut être vrai pour un manager, on attend d'un chef, on attend d'un manager, on attend d'un leader, c'est qu'il montre la voie, c'est qu'il inspire les collaborateurs, c'est qu'il les porte dans leur mission et qu'il valorise tout le système pour le faire avancer. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait une façon de cheffer au féminin et une façon de cheffer au masculin. Maintenant, il y a des personnalités différentes. Et ces personnalités, elles ne sont pas genrées. Moi, j'ai des camarades masculins qui sont très bienveillants, qui ont une certaine sensibilité, qui sont très dans le souci du facteur humain. Et puis, j'ai des camarades féminines qui sont... paraître comme la justice, mais presque. Donc, je ne suis pas certaine qu'il y ait forcément une façon de cheffer ou de manager au masculin ou au féminin, mais par contre, il y a des parcours, des individualités, des sensibilités qui s'expriment. Alors, parfois, dans la sensibilité, c'est le regard de l'autre qui va vous rapporter que, mais ça, c'est plutôt un trait de caractère féminin ou masculin. Finalement, c'est presque déjà un biais sexiste ou en tout cas un biais de genre, mais par contre moi je ne pense pas que le commandement ou le management soit genré, donc je ne suis pas certaine, mais ce n'est que mon opinion, que le leadership soit plutôt féminin, plutôt masculin. Il y a des gens qui sont des leaders naturels, il y a des gens qui deviennent des leaders à force de travail, et puis il y a des gens qui commandent et qui managent un peu avec les armes qu'ils ont, mais c'est vraiment une question de personne. J'espère avoir répondu à vos questions. Ouais. En tout cas. Je vous rejoins sur cette idée, mais je parle de leadership au féminin parce que c'est un fait, hein, quand une femme dirige comme un homme, elle est automatiquement critiquée. Et pourtant, rien n'est différent. Hein. Mais peut-être que ça s'articule d'une autre manière, c'est-à-dire que, je ne sais pas, hein, vous me direz, mais si, comment dire, une femme va chercher à développer peut-être d'autres compétences ou va s'appuyer sur d'autres connaissances, voilà. C'est mon avis. Moi, j'ai un avis. Après, je vais laisser d'abord Leïla conclure sur ce point, puis Laetitia Elouette, puis je vous ferai, moi, ma vision des choses. Leïla. C'est un constat, je pense, qu'on partage tout ici. Moi, je vous disais tout à l'heure que j'avais un fort esprit de contradiction. J'ai eu souvent des remarques sur le fait que sur un caractère trop autoritaire ou méchant. Alors, l'utilisation du terme méchant quand on est dans un environnement professionnel, c'est assez drôle. Mais en fait, c'est simplement que les gens ne sont pas habitués à voir une femme qui fait preuve, oui, d'une forme d'autorité. Ce n'est pas de l'autoritarisme, c'est de l'autorité. Donc, je pense que le problème, c'est plutôt le biais
qu'ont les gens qui vous perçoivent et que le problème c'est pas à nous de changer notre mode de management, je pense, c'est à celui d'en face de s'adapter. Et pour une note d'espoir, moi, j'ai plutôt eu à travailler avec des gens plus jeunes ces derniers temps que j'ai un peu formés et parfois souvent des hommes qui me disaient « Oh là là, j'ai utilisé ta méthode dans telle réunion, j'ai réussi à affirmer mon autorité et donc maintenant, ça se passe beaucoup mieux. » Donc voilà, petite note, il ne faut pas se laisser influencer, je pense, par ces remarques-là. Laetitia. Alors rapidement sur cette question, moi j'ai l'impression que sur la question du leadership, peut-être qu'on associe le leadership au statut, c'est-à-dire le fait de voir beaucoup d'hommes occuper des fonctions de direction, de moins en moins, mais encore, voilà, ils sont encore majoritaires. Peut-être que du coup, on associe un leadership à cette dimension-là, à la place qu'ils occupent. Alors que, donc pour moi, c'est une question de représentation aussi, de l'image qu'on se donne. Alors que pour moi, dans le leadership, finalement, il y a deux choses. Il y a quand même un sujet de compétence. À un moment donné, on est reconnu dans un leadership parce qu'on a fait preuve de compétence dans le temps, on a réussi à faire avancer des projets, et parce qu'on a fait preuve d'une deuxième chose, qui est une compétence, mais qui est aussi une posture professionnelle, c'est sa capacité en fait d'entraînement. Et je pense que la capacité d'entraînement, c'est-à-dire mettre ses compétences au service d'un collectif, savoir aussi à quel moment voilà, on envoie certains messages et de quelle manière on construit une énergie, puisque dans la plupart des postes dans la fonction publique, seul on n'est pas grand-chose. Donc quand on occupe une fonction de direction, c'est comment est-ce qu'on construit un effet d'entraînement. Et là, ça, je pense qu'à la fois, il y a ce sujet de compétence qui est indépassable. Donc arrêtons, de mon point de vue, de penser que là, on est dans des incarnations ou uniquement des choses qui ne sont pas palpables. La compétence existe et là où je trouve que c'est extrêmement important, c'est justement ce sujet de dire que la compétence n'est pas le monopole des hommes, n'est pas le monopole de certains. Nous sommes sur des sujets différents, parce que je suis aussi la première à penser qu'on n'est pas compétente sur tout. Moi, on me mettrait dans le métier de Karine, je ferais ce que je peux, mais j'ai évidemment... Je ne suis pas sûre que Karine ait très envie d'aller à la Cour des comptes tout de suite. Voilà. Non, mais c'est ce sujet, en fait, de la compétence et du coup de la conviction de sa légitimité. Et là, je pense qu'on construit en fait une confiance en soi et cette confiance en soi crée de la réassurance vis-à-vis des équipes. Là, ce qui me paraît être la différence, pour moi, c'est pas un leadership féminin, c'est que les femmes dans cette dimension de leadership, parfois, elles doivent briser en fait des dimensions auto-limitantes, c'est-à-dire ce regard, ce qu'on appelle parfois le sentiment d'imposture, ce sentiment que aussi pour prouver certaines choses, elles doivent en faire plus que les hommes. Mais pour moi, ça, c'est pas un leadership, c'est que pour affirmer son leadership quand on est une femme, on doit tenir aussi compte du fait que malheureusement, même si les choses bougent, il existe encore des biais de représentation. Vous voyez, j'essaie d'être claire, mais... Alors moi, je voulais dire plein de choses qui ressemblent à ce que vous voulez dire Laetitia, donc je vais compléter. Moi, mon sentiment, c'est que c'est encore un peu nouveau. Donc, ça crée de la surprise. Et on sait que la surprise, ça peut créer une forme de défiance. Parce que ça insécurise de voir des femmes à des postes où on ne les voyait pas avant. Ça ne veut pas pour autant dire que les gens contestent le leadership ou l'autorité, mais ça crée de la nouveauté. Et moi, depuis, vous voyez que j'occupe des fonctions politiques, que ce soit à l'Assemblée nationale, en m'occupant des questions budgétaires. Les questions budgétaires à l'Assemblée nationale, vous voyez, ce n'est pas tout de suite comme ça un endroit où on projette des femmes. J'ai été la première femme à m'occuper du budget pour la majorité. J'avais croisé Leïla dans d'autres fonctions. Ce n'était pas complètement intégré par le système. Et donc, il faut qu'on arrive à recréer de la confiance parce que ça surprend. Comment on crée la confiance quand on surprend? En ayant beaucoup de transparence sur les objectifs. Dire où on va. Rappeler pourquoi on est là. On est là parce qu'on est légitime. On a été nommé pour de bonnes raisons, on a de bonnes compétences. Et pour créer cet effet d'entraînement, moi, j'ai toujours eu la même méthode. Partager les objectifs pour montrer que les objectifs que je poursuis sont des objectifs partagés. Donc, ce n'est pas de l'autoritarisme. Je ne vais pas faire des choses contre l'intérêt des gens. Si on fait ça, c'est parce qu'on pense que c'est une bonne idée. Ensuite, créer la transparence sur la manière dont les choses progressent. Et donc, quand il s'agit de resserrer les boulons, qui peut donner l'idée qu'on est un peu autoritaire, c'est pour montrer que c'est la suite logique de tout ce sur quoi on était d'accord jusqu'à maintenant. On voulait faire cette réforme, oui. On voulait la faire pour tels objectifs, oui. On s'était donné tel calendrier, oui. Bon, vous comprenez bien qu'il faut qu'on avance, oui. Et du coup, ça permet de refactualiser la raison pour laquelle parfois, il faut qu'on serre les boulons, parfois il faut qu'on fasse preuve d'autorité, qu'on cheffe, comme disait Karine. Et je pense que cette méthode-là,
elle a 2 avantages. D'abord, elle retire beaucoup du biais de l'imposture, parce qu'on sait pourquoi on est là. On est là parce qu'on a des objectifs à tenir et on a une méthode qui est claire. Et ça permet aussi de tenir nos engagements sans prendre les gens par surprise. Et je crois que l'effet de surprise, c'est ce qui instabilise et qui déstabilise le plus ceux qui sont en face de nous. Alors, certains vont dire, en faisant ça, les femmes se forcent à faire plus que les hommes, qui, eux, s'autorisent à déclencher un jour une tempête d'un côté, un ouragan de l'autre, et puis dire qu'ils avancent. Oui, enfin, je ne suis pas sûre qu'à long terme, ce soit des bons chefs. Et je ne suis pas sûre qu'à long terme, ils aient beaucoup de leadership. Parce qu'on est quand même dans une société aujourd'hui ouverte, où on comprend bien qu'on va plus loin en embarquant ces équipes, et que donc, du coup, je pense que ça se répète mieux de faire comme ça que de se dire, voilà, mon pouvoir permet d'avancer. Enfin, c'est quand même une grande réflexion. L'objectif, je pense, de cet échange me semble avoir été largement atteint. J'espère que tout ce qui vous a été dit par petites phrases ou par petites touches plantera des graines dans vos projets, ce que vous serez amenés à mûrir, à déployer, les concours que vous passerez, les envois de candidatures spontanés que vous ferez, les perspectives que vous vous donnerez, et vous dire que bon, si on est le 8 mars et qu'on se parle, c'est tant mieux, mais que vous inquiétez pas dans ce ministère, vous voyez, on est bien entouré, pour que ce soit tous les jours un enjeu de notre travail. Et je vous dis que dans les prochaines semaines, on complétera tout ce qu'on a déjà annoncé sur les prépas talents, avec aussi une réforme à la fois de la formation des hauts fonctionnaires, mais aussi une réforme des carrières. Et je pense que ce seront des moments et des éléments majeurs pour que c'est bien sur la base des compétences, des résultats, des expériences que les hommes et les femmes de la fonction publique et de l'encadrement supérieur de l'État pourront mener leur carrière, et moins pour des effets de réseau, de cooptation, d'habitude. Et évidemment, si on reproduit les habitudes, on voit bien que les femmes ont moins leur place que si on réobjective un peu la promotion et l'avancement. Donc je pense que c'est une chance pour tout le monde, et en particulier pour les femmes qui vont pouvoir, dans ce système-là, beaucoup plus faire valoir leurs résultats et leurs envies, leurs appétences et leurs perspectives de carrière. Merci beaucoup, chère Karine, chère Laetitia, chère Leïla, de votre participation. Merci à vous, lycéennes, étudiantes, engagées à divers titres autour de l'association Révèle. Vous dire qu'on y croit, qu'on travaille pour vous, et que moi, je suis fière d'être la ministre des agents publics d'aujourd'hui et des agents publics de demain. Donc, merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.